Bonsoir à tous. Alors on vient, excusez-nous pour le retard. Là, on va faire un live sur la santé, c'est quoi? Et on a eu un peu de retard parce que quelques problèmes techniques avec difficulté à se connecter au live Facebook. Donc voilà, là ça devrait être bon. Alors juste avant qu'on commence, est-ce que déjà il y a des personnes qui peuvent nous dire si on m'entend bien déjà? Pour moi, pour ma part déjà, si la qualité de l'image est bonne. Ouais, c'est clair. Donc voilà, veuillez mettre un pouce bleu ou un petit commentaire pour nous dire si le son et l'image sont de bonne qualité. Bonjour Sylvie, bonjour Flore. Et du coup, parle voir Eric un petit peu pour voir si on t'entend bien aussi. Est-ce que tu m'entends? Ouais. Dites si on a entendu. Ouais, on entend bien Eric aussi. Ok, super. Donc, en attendant, je vais vous inviter, si vous voulez, à donner, parce qu'aujourd'hui, on va faire un petit live avec Eric sur le thème, finalement, la santé, c'est quoi? Donc avant qu'on commence, parce que là, je vais devoir faire quelques partages sur nos groupes respectifs avec Eric. Donc je vais vous demander si vous en avez envie de partager aussi sur vos murs ou sur des groupes en attendant, pendant que je le fais aussi, si vous en avez envie. Et en attendant, vous pouvez aussi écrire en commentaire pour vous, la santé, c'est quoi? Voilà, décrivez en commentaire pendant que je fais les partages nécessaires. Donc on va juste attendre un petit moment, comme ça je vais pouvoir... Alors attends. Comment je dois faire aussi? Zach. Ouais. Voilà. Bon, c'est bien, au moins on a réussi. C'est déjà ça. Alors. Et du coup, c'est très important, et sachant qu'en plus, pour ceux qui nous suivent, c'était les pâtisseries de Caroline, la croque crudivore. Tu les vois les commentaires, Eric, ou pas, toi? Ouais, de temps en temps. Parce que par exemple, si on prend la pâtisserie avec Eric, tu te souviens, on a pris. Tu te souviens un jour qu'on est allé dans une Biocop, Eric, et on a mangé une pâtisserie végane qui était dans un frigo, dans une des Biocop où on avait mis une affiche. Tu t'en souviens ou pas? Ça te Ah, dit rien? toi, Marseille. Ouais, dans les alentours, non, je pense pas que c'était à Aix, je sais plus exactement où c'était. Du coup, c'était les pâtisseries de Caroline, la croque crudivore. Tu les vois les commentaires, Eric, ou pas, toi? Ouais, de temps en temps. Tu vois des commentaires de temps en temps? Ben, quand ils arrivent, je les vois. Ok. Du coup, c'est tout bon. Coucou Véro. Alors, bonsoir à tous. Alors, donc ce soir, ouais, c'est bon, le plan, il est bien. Donc ce soir, le thème, comme je le disais au début, donc ça va être la santé, c'est quoi? Parce que c'est vrai que on entend parler de plein de domaines au niveau de la santé, mais on a du mal des fois à la définir. Parce que par exemple, si on prend la définition de la santé de l'OMS, elle se réduit finalement à dire que la santé, c'est être en absence de maladie. Donc ça veut dire que toute personne qui n'est pas malade est forcément en santé, ce qui est très réducteur. Ou voilà, souvent on a tendance à ramener la santé à l'alimentation, à la prise ou non de médicaments ou de plantes, etc. Et on a tendance souvent à oublier un peu les autres facteurs de santé, tous les autres besoins vitaux qui sont aussi essentiels que l'alimentation. Donc voilà pourquoi ce soir on va quand même vous parler d'alimentation parce que forcément ça joue dans une part vraiment énorme au niveau de la santé et, euh, et à chaque fois forcément tous ces besoins vitaux ils interchangent les uns entre les autres, un peut jouer sur l'autre, enfin etc. Donc voilà. Donc je vais faire juste le tour avant de laisser Eric un petit peu parler au départ de l'alimentation, parce qu'on va quand même mettre l'alimentation comme besoin vitaux, ce qui est très important. Voilà, sachez que les besoins vitaux, je vais vous les énumérer. Donc on peut en compter 21. Donc il y a l'air, il y a la chaleur, il y a l'eau, la terre, la respiration, l'ensoleillement, l'environnement, l'alimentation, qu'on vient de citer tout à l'heure, l'activité physique, le repos,
la relaxation et la détente, le sommeil, à bien différencier entre le repos et le sommeil, qui sont deux choses différentes, l'acceptation et l'harmonie émotionnelle, le contact, le lien social, l'activité mentale, la spiritualité, l'énergie, donc tout ce qui a trait à l'énergie, l'adaptation, l'estime de soi, le naturisme, et finalement quelque chose qui englobe le tout, qui n'est pas forcément un besoin vital, mais cette notion d'équilibre. Donc voilà. Donc tout ça, en fait, il faut imaginer la santé comme si c'était une roue, hein, voilà, dans lequel il y a plein d'engrenages, hein, de rouages, d'engrenages, je ne sais plus comment on dit, et tous ces rouages, en fait, forment un des besoins vitaux. Et l'alimentation, bah, elle fait partie d'un de ces rouages. Mais la respiration, etc., l'air, la chaleur, la relaxation, le sommeil, tout ça forme la roue de la santé. Et on commence à arriver vers la maladie ou des problématiques au niveau de la santé quand il y a plusieurs de ces besoins vitaux sur lesquels on pêche. Voilà. Et notamment, forcément, l'alimentation. Donc, on va commencer par l'alimentation. Eric, si tu peux décrire, parce que c'est vrai que j'ai envie de te mettre un petit peu là en avant que hein, tu le remarques comme moi et ceux qui nous suivent doivent le remarquer aussi. Quand on parle d'alimentation, aujourd'hui, on tombe vraiment sur tout et son contraire. C'est-à-dire qu'on peut avoir des discours, il y en a, ils vont être pro-crus, il y en a, ils vont vous dire faut manger ça, d'autres, ils vont dire faut manger du blé, non, il ne faut pas manger du blé, faut manger des céréales, il ne faut pas manger de céréales, faut manger de la viande, il ne faut pas manger de la viande. Enfin, et puis, il y en a qui se disent avoir des preuves scientifiques sur tout et son contraire, c'est un véritable sacerdoce. Donc voilà, quel est ton point de vue, toi, Eric, par rapport à ça? Voilà. Par rapport à l'alimentation? Bah, par rapport surtout au fait que, tu vois, on entend tout et son contraire aujourd'hui sur Internet. Donc, comment se retrouver, en fait? Quelles sont les notions importantes à prendre pour s'y retrouver Par rapport à l'alimentation? par rapport à l'alimentation? Ouais. Euh, En fait, ce qui se passe, c'est que euh, pour qu'on puisse se comprendre, il faut déjà définir le sujet sur lequel on veut vraiment discuter. Parce qu'en fait, tu as raison, l'alimentation, on peut l'appréhender de différentes manières. Soit on s'intéresse à l'alimentation, telle que c'est les glucides, les lipides, les protéines, etc. Et puis, éventuellement, je dis éventuellement de manière assez ironique, on s'intéresse à la qualité. C'est pas éventuellement, on est obligé, mais il y a des spécialistes de la nutrition qui s'intéressent pas vraiment à la qualité et qui vous disent qu'à partir du moment où un repas est équilibré, c'est-à-dire que toutes les classes alimentaires sont présentes, le repas est viable, ce qui est complètement faux, parce que si la qualité n'est pas présente, ben c'est peine perdue. C'est comme si j'ai 10 voitures, j'en ai 5 pour la casse et j'en ai 5 qui roulent et je vous dis que j'ai 10 voitures. Oui, j'ai 10 voitures, dont 5 qui sont mortes. Donc en fait, on ne peut appréhender cette notion de véhicule défectueux que si on s'intéresse à la qualité de la voiture. Si on a une vision trop réductrice, on va dire j'ai 10 voitures. Ben, c'est la même chose. Si j'ai des glucides, des protéines et des lipides, c'est-à-dire par exemple du poisson, du riz, de l'huile et des crudités, mais que tous ces aliments sont frelatés, des huiles raffinées, un poisson qui a été frit, euh, du riz qui a été raffiné et puis en plus de ça éventuellement non biologique plus des légumes pleins de pesticides, on pourra dire que le repas est équilibré. Ceci dit, c'est un repas équilibré qui est néfaste pour la santé. Donc cette notion est très importante. Et ensuite, ce qui fait débat aujourd'hui, c'est le prisme par lequel on va appréhender l'alimentation. Est-ce qu'on est omnivore? Est-ce qu'on est végétarien? Est-ce qu'on est végétalien? Est-ce qu'on est végan? Est-ce que voilà. Et puis on pourrait lister encore différents régimes. Donc ce qui est important pour moi, avant de s'intéresser au mode alimentaire que l'on a choisi, c'est-à-dire si on va être végan, crudivore, omnivore, etc., c'est s'intéresser à la qualité. Et on a discuté hier encore euh, ensemble et je disais que j'ai regardé un cours qui date d'il y a une trentaine d'années, qui a été écrit par le professeur Lotier, et j'ai essayé de voir ce qui pouvait être différent, un cours d'il y a 30 ans et un cours de nutrition d'aujourd'hui. Et en fait, bon, il y a 30 ans déjà, on était déjà alerté sur la qualité
le professeur Lautier mettait en garde sur des aliments qui étaient trop raffinés, etc. Mais aujourd'hui, c'est la même situation puissance 10. C'est-à-dire qu'il faut quasiment être un technicien de la nutrition pour passer entre les gouttes, tellement il y a de possibilités de manger de consommer une alimentation qui soit délétère. À l'époque, quand le professeur Lautier a fait son cours, les OGM, je ne pense pas que ça existait, il y a 30-40 ans, 40 ans en arrière, où on n'en parlait quasiment pas. Maintenant, on parle des nanotechnologies. Il y a des additifs sous forme de nanotechnologies qui sont très pervers pour la santé. Donc, en fait, aujourd'hui, c'est devenu le parcours du combattant. Même quand on est avisé, même quand et moi, c'est mon métier depuis 25 ans, eh bien, ça m'arrive des fois de me faire surprendre parce que je ne savais pas que tel produit, telle molécule présentée de telle manière était nocive. Donc, en fait, c'est ce qui rend aujourd'hui la tâche difficile pour chacun d'entre nous. Et c'est incontournable aujourd'hui, si on veut être en bonne santé, de s'informer parce que les pièges au niveau alimentaire sont redoutables et sont très nombreux. Par exemple, aujourd'hui, il y a des personnes aujourd'hui qui ont des syndromes prémenstruels, qui ont il y en a même qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, qui sont stériles. Et certaines études prouvent que c'est dû au fait qu'ils ont consommé de nombreuses vitamines de synthèse, et ces vitamines de synthèse s'opposent à une fertilité normale. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, c'est devenu un casse-tête tellement l'alimentation est pervertie, alors que normalement, pour être en bonne santé, ça devrait être très simple. Il suffirait justement d'avoir des repas équilibrés, d'avoir un peu que la qualité soit présente, comme c'était à peu près le cas il y a 100 ans en arrière, et on était quasiment sûr d'avoir la santé. Donc aujourd'hui, c'est devenu compliqué parce que chaque fois qu'on fait un choix alimentaire, eh bien, on peut prendre le risque de se tromper. Donc, c'est pour ça, plus qu'aujourd'hui qu'hier, il est important de s'informer. Autrement, malgré des efforts, on peut se retrouver avec des troubles de santé. Voilà. Ouais, clairement. Et j'aurais envie de rajouter, des fois, bon, pour les personnes qui s'intéressent d'elles-mêmes, hein, quand on va voir un naturopathe et compagnie, là, on peut être conseillé et compagnie, mais du coup, c'est mieux. Mais en vérité, quand on se renseigne tout seul, moi, j'aime bien dire, et j'imagine que vu que toi aussi, vu que en plus tu t'es spécialisé là-dedans, dans la digestion, dans les processus digestifs, que des fois, il faudrait peut-être mettre dans un premier temps plus l'accent sur faire attention à tout ce que représente la digestion et respecter ces conditions physiologiques, avant même des fois de vouloir aller forcément vers un régime le plus idéal. Parce que, comme tu le dis souvent, les plus gros déséquilibres, ils sont créés par une digestion qui a été malmenée, en fait. Alors, cette notion de digestion que tu proposes, elle est très importante parce que si on veut être en bonne santé, grosso modo, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une alimentation qui soit atoxique, c'est-à-dire qui n'ait pas apporté de toxiques, donc pas d'additifs de synthèse. Donc, c'est déjà un choix alimentaire important. Le deuxième choix, c'est que l'alimentation soit dense sur le plan nutritionnel. Donc, en fait, il faut qu'il n'y ait pas de toxiques et pas d'additifs. Et que cette alimentation n'ait pas été dénutrie. Donc, déjà, lorsque on respecte ces deux critères, c'est déjà pas mal. Et ensuite, évidemment, comme tu viens de le dire, si la meilleure alimentation qui est mal digérée devient toxique. Et toute alimentation mal digérée provoque des dysbioses, des déséquilibres de la flore intestinale, et après, c'est la genèse d'énormément de pathologies, puisque une alimentation mal digérée va générer des toxiques, et ces toxiques seront à l'origine de réactions immunitaires, de réactions inflammatoires, etc. Donc, en fait, il faut une alimentation qui soit atoxique, où on n'est rien enlevé et rien ajouté. Grosso modo, c'est ça. Rien enlevé, c'est-à-dire que c'est pas une alimentation raffinée. Rien rajouté, ça veut dire qu'on n'a pas amené de toxiques. Et en plus de ça, il faut qu'il y ait une digestion parfaite. Et si on arrive à allier
ces trois éléments, eh bien, en plus de ça, en parallèle, on respecte les facteurs de santé dont tu as parlé, c'est-à-dire le sommeil, la relaxation, l'équilibre entre activité et repos, les marches à la campagne, les bains d'air, la balnéothérapie, etc. Eh bien, quand on respecte les facteurs de santé plus une alimentation, comme on vient de la définir ensemble, eh bien, normalement, on devrait avoir la santé au bout. Tout à fait. Voilà. Mais c'est ça, parce que déjà, pour donner la définition, on parlait déjà à la base de la définition de ce que c'est quoi la santé. Et, euh, et moi, j'aime bien donner cette définition. Tu t'en donneras une si tu as envie, toi, Eric, ou tu me diras si tu es en adéquation avec celle-ci. Mais pour moi, une définition assez simple, c'est en fait, c'est l'art de vivre dans le respect de l'ensemble des besoins vitaux et des lois naturelles. Donc, voilà. C'est savoir être en harmonie avec tous les besoins vitaux qu'il y a autour de nous, tout ce qui est important pour nous, pour la vie, pour la prospérité de la vie, et des lois naturelles, c'est-à-dire des lois qui nous régissent. Comme on parle souvent de la loi de l'homéostasie, ben voilà, c'est une loi universelle qui nous régit, et voilà, donc c'est respecter tout cela, parce que c'est vrai que si on respecte un seul facteur, si on ne fait que par exemple, on fait que de respecter l'alimentation dans toute sa vie, mais qu'à côté de ça, ben, on traite notre voisin, on garde toutes nos émotions, on dit jamais ce qu'on pense aux gens, on respire pas, on vit dans un environnement confiné, mal aéré, voilà, enfin, etc., etc., j'en passe, où on n'a pas de lien social parce que notre alimentation, ben voilà, on ne mélange pas l'alimentation avec les autres. Donc voilà, si tout ça, on n'adjoint pas tous ces facteurs, à un moment donné, ça peut aller quelques années, hein, forcément, en changeant que l'alimentation, on fait déjà un changement, ça amène du mieux. Mais ça peut très bien ne pas durer dans le temps. Je suis complètement d'accord avec toi et je vais en profiter pour donner un exemple. Si je consomme régulièrement du café, si je consomme régulièrement, par exemple, de la caféine ou du chocolat ou des aliments raffinés comme du sucre blanc, etc., je vais provoquer des réactions au niveau des surrénales qui vont sécréter des hormones. D'ailleurs, quand on est en hypoglycémie réactionnelle, on sait que les surrénales vont sécréter du cortisol pour réguler la glycémie. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a une alimentation qui favorise le stress. En l'occurrence, la caféine, le sucre blanc, les aliments raffinés. Et on sait que le stress excessif, ce genre de stress qui est un stress chimique, va provoquer ensuite un stress qui est ce qu'on appelle le stress oxydatif. Et quand on sait que le stress oxydatif est à l'origine de quasiment toutes les maladies, puisque le stress oxydatif, c'est un peu comme si je prends un morceau de métal, je mets pas de peinture, eh bien il va s'oxyder. Eh bien le stress oxydatif, par l'intermédiaire des radicaux libres, oxyde entre autres la membrane des cellules et provoque leur détérioration. Et par exemple, dans les maladies neurodégénératives, c'est essentiellement le stress oxydatif qui en est à l'origine. Par exemple, cette histoire du cholestérol qui est mal compris, où on dit qu'il y a le bon et le mauvais cholestérol, c'est aujourd'hui une histoire qui scientifiquement, on a prouvé que c'était faux. C'est encore le stress oxydatif qui en est à l'origine. Donc on voit que on peut provoquer un stress oxydatif en raison d'un stress qui a été provoqué, qui est un stress d'origine chimique. Eh bien, on peut aussi provoquer les mêmes conséquences par le stress émotionnel, c'est-à-dire les mauvaises émotions, le fait de critiquer, le fait d'être acerbe, le fait de chercher la petite bête chez autrui, eh bien, ça provoque un stress. Et ce que tu dis, c'est intéressant parce que quand on voit sur les forums beaucoup de gens qui, peu importe leur chapelle, entre guillemets, que ce soit des végétaliens, des végans, crudivores, moi, à ce niveau-là, je mets tout le monde dans le même panier parce qu'on peut trouver des gens excessifs, quel que soit le régime alimentaire. Eh bien, et je rebondis exactement sur ce que tu viens de dire, c'est qu'il y a quelque chose d'assez paradoxal où on voit des gens qui s'intéressent fortement à la santé en mettant en avant l'alimentation, en cherchant la meilleure alimentation, mais sans s'en rendre compte
ils se démolissent la santé par leurs émotions et par leurs critiques permanentes d'autrui. Celui-là, c'est pas un hygiéniste, celui-là, c'est pas un végan, celui-là, ci, celui-là, là. Et quand on est dans cet état d'esprit, eh bien, qu'on le veuille ou non, on crée un état de stress. Et d'ailleurs, là, il y a une preuve chimique. Il suffit d'analyser la concentration de cortisol qu'il y a dans la salive d'une personne souvent stressée. Elle a comment je vais dire, elle a un taux de cortisol élevé. Les gens qui sont hyper stressés, qui sont très critiques, etc., ont un taux de cortisol plus élevé au niveau des sécrétions, entre autres la salive. Donc, vouloir croire que on va améliorer sa santé uniquement par le biais de l'alimentation, aussi bien soit-elle réglée, si en contrepartie, si en parallèle, on se permet d'être agressif, véhément, critique, comme on peut le voir chez nombre de personnes, eh bien, c'est une erreur, c'est une vraie erreur. Et il ne faudra pas ensuite s'étonner que ces gens-là, qui malgré leur effort, eh bien, ils ont un terrain acide, ils ont des troubles digestifs et ils ont toutes sortes de troubles de santé qui sont exactement les mêmes que ceux qui mangent mal. Donc, en fait, le fait de bien manger, de choisir une alimentation qui soit adaptée à notre terrain, ne suffit pas, je suis tout à fait d'accord avec toi, si ce n'est pas conjugué avec d'autres facteurs de santé tels que la gestion émotionnelle, tels que l'activité physique, l'équilibre entre activité et sommeil, etc. Donc, autant on peut parler du stress oxydatif, autant on peut parler du stress émotionnel qui provoque les mêmes dégâts que le stress oxydatif d'origine chimique. Ouais. Ouais, bah c'est bien justement, ça fait rebondir sur le côté émotionnel. On voit bien là du coup avec ce que tu dis qu'il y a une importance sur l'acceptation et apprendre des techniques, savoir mettre en harmonie ses émotions, c'est des choses qui s'apprennent aujourd'hui parce qu'on nous a appris justement tout l'inverse, à tout condenser, à tout garder à l'intérieur. Mais je conçois aujourd'hui qu'on a du mal à mettre ce côté-là émotionnel comme un facteur qui peut vraiment entraver la santé parce que c'est vrai que quand on parle de respiration, bon, on sait qu'on respire de l'air. Quand on parle d'alimentation, c'est quelque chose qu'on touche. Quand on parle du sommeil, on sait qu'on dort, etc. Donc, mais quand on parle des émotions, là, d'un coup, c'est volatile, on ne sait pas de quoi on parle. Et j'ai envie de donner, parce que là, ce soir, on ne va pas faire de cours sur ces besoins vitaux à chaque fois, parce qu'on en donne justement dans les formations, etc. Donc, on ne peut pas faire des cours sur chaque truc. Mais juste pour donner quand même un truc qui est important, pour mieux comprendre ça, bon, moi j'ai écrit un article aussi que vous pouvez retrouver qui s'appelle Comment les émotions s'engramment dans notre corps. Mais pour vraiment aller pousser le truc, c'est important d'aller rechercher les travaux du biologiste Richard Semon, parce que lui, il a fait tout un travail sur l'engramme. Alors l'engramme, en fait, c'est pour dire que les émotions, ce qu'on vit, peut s'engrammer en nous. L'engramme, en fait, c'est une trace résiduelle qui est gardée dans les mémoires, en fait, dans les centres nerveux mémoriels. Et du coup, cet engramme-là, on le montre bien à quel point il peut se fixer à plein d'endroits sur des organes. Et d'ailleurs, la médecine chinoise, depuis des millénaires, a fait un travail fabuleux en mettant en lien les émotions en lien avec des organes. Donc, je ne vais pas tous les citer parce que c'est hyper long et compagnie. Mais c'est très intéressant à aller regarder. Et pour donner un petit témoignage, comme ça, pour rebondir, pour montrer des fois quand même que la gestion émotionnelle peut avoir un sacré rebond sur la santé. Moi, j'ai déjà eu 2 personnes comme ça, en fait, qui étaient très constipées. Et donc, forcément, quand on a une personne constipée, on s'intéresse à son alimentation parce que on passe par le tube digestif, on se dit, bon, ok, c'est bouché dans la tuyauterie, il doit y avoir quelque chose qui bouge, sûrement les aliments. Donc, on regarde et effectivement, oui, on voit bien qu'il y a des aliments qui congestionnent, etc. Donc, on lui fait part à cette personne, on lui dit dans un premier temps, voilà, il faudrait peut-être changer cette alimentation, mais une alimentation qui congestionne moins, etc. Je ne rentre pas dans les détails. Mais si finalement, en fait, en observant vraiment bien cette personne, si le facteur le plus premier, le plus prédominant, en fait, c'était surtout le facteur de stress ou l'émotionnel, comme on connaît très bien l'émotion, avoir mal aux tripes, la peur au ventre, la boule au ventre, toutes ces émotions s'engramment et en fait oppriment notre intestin et notre côlon, ce qui fait que ça empêche le péristaltisme nerveux. En fait, c'est une onde qui permet donc la progression des selles de se faire de manière adéquate et donc ça bloque. Et donc, des fois, faire changer l'alimentation à cette personne, moi je l'ai observé, ça fournit des fois un stress encore plus grand parce que la personne, elle doit chambouler ses modes alimentaires et vu qu'elle n'est pas bien, quand on n'est pas bien, on a envie de manger des cochonneries des fois. Et du coup, cette personne, moi sur deux personnes, ça a été le cas.
ben on a remis du stress en trop. Alors que finalement, à un moment donné, si on corrigeait vraiment la cause des causes qui était vraiment émotionnelle, hein, qu'on faisait du lâcher prise par plein de techniques qu'on apprend, moi et Eric, lors de formation, etc., et ben hop, on s'est aperçu que par exemple, des fois, d'une selle tous les 5 jours, on passait à une selle par jour. Par le simple fait que les émotions ont été lâchées. Et c'est hallucinant, mais il faut le voir pour le croire, c'est ça qui est important. Donc voilà, je remettrai dans les commentaires pour ceux qui veulent aller pousser un peu plus, d'aller regarder les travaux du biologiste Richard Semon, c'est très intéressant. Voilà Oui, pour les... en fait, ce qu'il faut considérer, c'est que les pensées, c'est une forme d'énergie et que le fait de retenir, d'être rancunier, par exemple, de retenir une émotion, ça peut provoquer une rétention sur le plan énergétique, puisque les Chinois, ils appréhendent la santé par des méridiens, et les méridiens, c'est des canaux qui véhiculent de l'énergie. Donc, en Occident, on a plutôt une approche plutôt biochimique de la santé. En Orient, en Chine, au Vietnam et dans d'autres pays comme ça, c'est plutôt une approche énergétique par le chi. Et on fait par exemple le yoga, que ce soit le Qigong, le Tai Chi, etc., propose des techniques pour dissoudre ces émotions que sont la colère, la rancune, etc., ou la peur, qui est une émotion très forte, et qui ont tendance à coaguler, à empêcher l'énergie d'être fluide. Et au contraire, ça fait des paquets. Et d'ailleurs, ces blocages énergétiques, ensuite, ont leur contrepartie sur le plan biochimique. On a comment dire, on peut faire des caillots, on peut faire des obstructions du moment où il y a un ralentissement sanguin, un ralentissement de la vie, eh bien, on a une sorte d'équivalent sur le plan biochimique, des concrétions, des choses qui s'accumulent et qui font obstacle au débit sanguin ou à la lymphe ou peu importe, à la circulation générale de l'organisme. Donc, en fait, il est évident que même si, bon, après, c'est vrai que ça a été un peu ma spécialité de m'intéresser voilà, je me suis vraiment intéressé à la nutrition. Mais pourquoi je me suis autant intéressé à la nutrition? Parce que la nutrition peut tout à fait faire un pont euh, avec l'aspect psychologique, psychique. Par exemple, d'ailleurs, un exemple qui est assez caricatural, c'est par exemple lorsque vous êtes en dépression. Alors, bien sûr que moi, déjà, je suis pas médecin, donc je ne vais pas prescrire d'antidépresseurs. Mais l'antidépresseur, c'est quoi? C'est le fait de rééquilibrer sur un plan biochimique euh, un, comment dire, une biochimie qui permet de faire en sorte qu'il y ait un équilibre émotionnel et que la personne ne soit plus en dépression. Mais en fait, les médicaments antidépresseurs, c'est ce qu'on appelle des recaptures de la sérotonine qui font que la sérotonine va rester plus longtemps au niveau des synapses. Bon, c'est un peu technique. Et du coup, la personne sort de sa dépression. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'alimentation, même chez quelqu'un qui a un problème-ci, peut avoir, comment dire, une incidence positive puisque l'alimentation peut être le précurseur de tout ce qui favorise l'équilibre émotionnel comme la sérotonine. Et la sérotonine, un de ses précurseurs, c'est un acide aminé qui s'appelle le tryptophane. Donc on voit que l'alimentation, en fait, on peut avoir des troubles de santé d'origine purement biochimique, on peut avoir des troubles de santé uniquement d'origine psychologique, psychique, mais l'alimentation, parce qu'elle est le précurseur de cet équilibre biochimique, peut favoriser le retour à un certain équilibre émotionnel. Pour autant, comme tu le dis souvent, il faudra s'intéresser en parallèle à la cause. Et si on a un problème émotionnel, le régler. Mais on voit que l'alimentation est un médium qui permet d'intervenir même pour les problèmes-ci, puisqu'elle agit sur les précurseurs de notre équilibre émotionnel. Mais après, évidemment, si on rééquilibre ces émotions ponctuellement, parce que quand on est en état de dépression, on peut être en état suicidaire, donc ça vaut vraiment le coup, c'est une urgence de rééquilibrer tout ce qui favorise la sérotonine, tout ce qui favorise l'équilibre biochimique, et en parallèle, faire une recherche pour savoir quelle est l'émotion, quel est le stress ou quelle est la peur que l'on a
pas su dépasser pour la digérer. Voilà. Ouais. Ben, je suis d'accord parce qu'il y a des fois certaines personnes, mais c'est pour ça encore une fois l'alimentation. En fait, aujourd'hui, en même temps, là, on est en train de dire aujourd'hui que voilà, c'est important de mettre en avant les autres facteurs et de les comprendre et de les étudier aussi pour sa santé à soi. Mais en même temps, des fois, on pourrait agir de façon holistique en voulant remettre le mode de vie avec l'ensemble des besoins vitaux ou au moins de façon assez large. Mais il y a des personnes qui ne peuvent rien changer des fois dans leur mode de vie. Ça va pas au niveau du sommeil, ça va pas au niveau du stress, ça va pas au niveau de l'environnement, ça va pas au niveau des émotions, etc. Mais en fait, ce sont des personnes qui ne peuvent pas du jour au lendemain changer leur mode de vie. Elles habitent en ville, elles sont dans le stress, le boulot, elles font des heures pas possibles. Quand elles rentrent, il y a les enfants, etc. Chambouler le mode de vie, des fois, c'est très difficile. Voilà pourquoi l'alimentation reste un outil formidable parce que c'est quand même quelque chose qu'on fait 3 fois par jour. Donc là, à un moment donné, des fois, on est piégé, on ne peut pas agir plus qu'avec ça. Et des fois, c'est vrai que de mettre ce petit engrenage va apporter un mieux à la personne et ce mieux-être va forcément normalement appeler les autres besoins vitaux, enfin l'intérêt de ces autres besoins vitaux. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est très important. Et quand tu parlais tout à l'heure de tout ce stress, etc., stress oxydatif et compagnie, ça me donnait envie forcément de rebondir un petit peu sur la respiration, parce que c'est pareil, on peut créer aussi tout à fait les mêmes phénomènes et bien plus encore, parce que la respiration, je rappelle que les poumons sont donc des émonctoires et carrément les émonctoires par excellence dans le corps humain, et ils éliminent au-delà de nous faire passer de l'oxygène et de sortir le dioxyde de carbone, je veux dire, les poumons ont plein d'autres potentiels, notamment par exemple de pouvoir gérer tous les acides faibles volatiles. Et par exemple, aujourd'hui, on se rend compte que sur notre respiration, alors on sait qu'on a besoin de respirer, on sait qu'on respire, mais est-ce qu'on prend consciemment le temps de respirer et est-ce qu'on respire de la bonne des façons? Ça, c'est la question à se poser parce que aujourd'hui, finalement, la respiration, on l'a mis complètement de côté. On observe aujourd'hui scientifiquement qu'en fait, notre respiration, elle est beaucoup trop courte en fait. Ça devrait être beaucoup plus expansé, c'est-à-dire qu'elle inspire, elle expire, on fait des trop petites inspires, des trop petites expires, ce qui fait que ça comprime nos poumons, que la gestion de ces acides faibles volatiles et la gestion des toxines, des acides, etc. se fait moins bien, qu'on relâche moins de dioxyde de carbone, qu'on n'absorbe pas assez d'oxygène, etc. Donc forcément, on altère la santé à ne pas avoir une oxygénation qui est adéquate. Nous, on respire sans se rendre compte. En fait, on n'a même pas de conscience, mais c'est très opprimé, en fait. C'est des toutes petites fréquences, alors que normalement, on devrait prendre quand même des respirations qui soient profondes. Et voilà, pour dire que si forcément on respire mal, et ben aujourd'hui, forcément, on risque d'acidifier et de détériorer son terrain, parce que l'oxygène, je le rappelle quand même, les cellules, on n'est fait que de cellules dans l'organisme. Et les deux besoins les plus essentiels, c'est le carbone et l'oxygène. Le carbone, c'est issu du métabolisme des sucres, et l'oxygène, c'est l'oxygène. Donc on voit bien que c'est des besoins qui sont quand même élémentaire. Tu n'as pas d'oxygène, tu meurs. Donc, à un moment donné, forcément, si on ne s'oxygène pas bien assez au milieu par rapport à notre respiration dans un premier temps, il y a tout un tas de déséquilibres qui va se faire. Et notamment, forcément, je parlais des acides faibles volatiles. Mais si tous les acides qu'on a dans le corps qui viennent de l'alimentation en partie, on ne peut pas les métaboliser, à un moment donné, ils vont faire quoi ces acides? Ils vont rester dans le corps, donc on va acidifier le milieu. Et en plus de ça, on sait très bien que l'oxygène, cette oxygénation permet justement d'alcaliniser le milieu. Donc un manque d'oxygène, on arrive plus facilement à une acidification. Encore une fois, le besoin de la respiration est important. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Eric, sur la respiration. Non, cette priorité sur laquelle tu insistes, le glucose et l'oxygène, en fait d'ailleurs, c'est les deux, comment dire, les deux carburants essentiels de l'organisme. Le cerveau, pour le peu d'oxygène, eh bien, les fonctions du cerveau sont immédiatement abîmées, altérées, détruites. Le glucose, s'il n'y a plus de glucose, eh bien, la personne, d'ailleurs, c'est le problème des personnes qui sont hypoglycémiques, qui rentrent dans des états où ils ne se contrôlent plus émotionnellement. Eh bien, dès qu'on manque de glucose, eh bien, le cerveau, comme on dit entre guillemets vulgairement, disjoncte. Donc, on voit bien l'intérêt de faire en sorte que ces deux éléments soient constamment apportés de manière régulière à l'organisme. C'est vrai que là où je te rejoins, c'est qu'on a l'impression que la respiration, c'est quelque chose de acquis,
et que très souvent, on s'aperçoit qu'on a des respirations trop courtes, qui ne sont pas assez profondes et qui ne permettent pas vraiment de s'oxygéner, parce que l'oxygénation, c'est aussi le fait de contribuer c'est un mécanisme qui permet de se désacidifier. Puisque comme tu l'as précisé tout à l'heure, 90% des acides faibles sont oxydés par la respiration. Et d'ailleurs, on sait tous qu'il y a des gens qui sont plus sensibles aux acides de fruits. Eh bien, les gens qui sont plus sensibles aux acides de fruits, en général, ont des capacités oxydatives plus restreintes que les gens qui carburent bien, qui oxydent bien les acides. Et donc, on voit bien que la respiration est un élément fondamental et que c'est pour ça que ça fait partie des facteurs de santé essentiels. Alors, bon, après, c'est vrai que notre civilisation met beaucoup l'accent sur l'alimentation, mais en même temps, il faut reconnaître que tout ça doit être conjugué de manière équilibrée avec tous les facteurs que tu as cités, la respiration, la détente, la marche, l'activité physique, le sport aussi. Hein. On sait qu'une activité physique modérée favorise, par exemple, les sportifs, par exemple, les gens qui courent souvent, eh bien, ils ont, au bout d'une demi-heure, un état où, après un effort assez soutenu, ils sont dans un état un peu euphorique, puisqu'ils vont sécréter des endorphines. Et les endorphines sont les hormones du bien-être. Donc, on voit bien qu'il n'y a aucun facteur qui doit être sous-estimé. Si on mange excellemment bien et qu'on respire mal ou qu'on est constamment stressé, on ne peut pas s'imaginer qu'on aura la santé, c'est pas possible. Avoir la santé, et c'est vrai que on a intitulé qu'est-ce que c'est la santé. Pour beaucoup de gens aujourd'hui, la santé, c'est une définition à minima. C'est le fait de ne pas avoir trop de symptômes qui les dérangent. Ils sont un peu constipés ou un peu diarrhétiques et qu'ils n'ont pas trop de douleurs, ils vont dire qu'ils sont en bonne santé. Alors que d'être constipé, d'être diarrhétique, c'est déjà des signes qui devraient nous avertir qu'il est temps d'intervenir, de faire quelque chose, parce que derrière une constipation ou derrière une diarrhée qui persiste, il y aura des troubles de santé beaucoup plus graves après. Donc en fait, on s'est habitué, on se contente aujourd'hui d'une santé, d'une définition à minima, où on considère que si on n'est pas obligé on peut continuer à aller au travail, on peut continuer à se déplacer un minimum, on est en bonne santé. Et aujourd'hui, on a une définition qui est trop réductrice et qui ne représente pas ce que devrait être la vraie définition de la santé. La vraie définition de la santé, c'est d'être en paix intérieurement, d'être joyeux, d'avoir, comme on dit vulgairement, la banane, c'est-à-dire souvent le sourire, être joyeux, être optimiste, ne pas sentir aucune douleur quelle qu'elle soit, être plein d'énergie, bien dormir, être capable de se concentrer. Voilà, c'est tout ça les aspects de la santé. Et ce n'est pas cette définition réductrice qui est tant que je ne souffre pas de quelque chose, je suis en bonne santé. Et aujourd'hui, on arrive dans l'esprit de beaucoup de gens, on a une définition qui se rapproche de celle que je viens de proposer et qui est très réductrice parce qu'aujourd'hui, personne rares sont les personnes qui maîtrisent vraiment tout ce qui pourrait qui devrait être conjugué ensemble pour favoriser une bonne santé, c'est-à-dire tous les facteurs qu'on a énumérés depuis tout à l'heure. Ouais. Ah ouais, carrément. Et du coup, là, on parlait de respiration, ça me fait rebondir un petit peu sur l'air, parce que, bon, bien mettre de côté en différence l'air et la respiration. La respiration, c'est le fait d'inspirer et d'expirer, ça c'est la respiration. Bon, c'est bien plus complexe que ça, mais il y a l'air aussi. L'air, c'est la qualité de l'air qu'on respire. Et ça aussi, c'est important parce que si on ne fait pas attention à la qualité de l'air et qu'on est forcément dans une ville et qu'on est toujours attrait à la pollution, à tout ce qu'il y a dans l'air, bon, on pourrait parler aussi des chemtrails, les compagnies, tout ce qui se passe dans l'air, forcément, l'air est de plus en plus pollué. Mais en même temps, même pour les habitants qui sont en ville, bon, ça peut être de plus en plus difficile, c'est sûr, quand on habite en ville, mais il y a toujours quand même des parcs.
Je sais que par exemple, Eric, lui, habite en ville, mais il va régulièrement s'oxygéner dans les parcs. Et donc, c'est pas parce qu'on habite en ville qu'on est obligé de rester tributaire de cet air pollué. C'est important d'aller dans la nature pour avoir un oxygène de qualité. Voilà. Après, bien sûr qu'on ne peut pas changer du jour au lendemain et changer notre environnement pour aller dans la nature directement. Moi, j'ai cette chance, tant mieux. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde, je le comprends aussi. Mais faire attention à ça, c'est important. Et je voulais rajouter un petit point qui permettra peut-être aussi de faire un petit rebond sur l'alimentation au niveau de l'oxygène. C'est que souvent, bon, on parle d'oxygène, d'oxygène, on parle de respiration, etc. Donc, quand on parle de respiration, bon, on imagine donc inspirer, expirer, inspirer, expirer, inspirer, expirer. Bon, voilà. Il y a beaucoup plus de choses à comprendre sur la physiologie respiratoire. D'ailleurs, on l'apprend aussi dans les stages, c'est très important. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'on parle souvent de cette respiration-là, mais on ne parle pas forcément de la respiration cellulaire. Et c'est bien beau d'avoir des poumons en bonne forme, d'avoir des bonnes respirations, encore une fois, et de prendre des bonnes inspires. Comme on disait tout à l'heure, en fait, nos inspires sont trop courtes et nos expires sont trop courtes. On pourrait rallonger, avoir de bonnes respirations, une bonne respiration consciente, j'ai envie de dire, mais pour autant avoir une alimentation complètement délétère qui apporte énormément de congestion à nos cellules. Cellules congestionnées ne va pas réussir à assimiler comme il faut l'oxygène, encore une fois. Donc l'alimentation, encore une fois, je rebondis, hein, Eric, si tu veux en dire un mot, c'est aussi important, enfin, voilà, au niveau de la congestion Ouais. que ça peut amener. Donc, Par rapport à la nuisance d'un air vicié, j'avais vu une étude qui démontrait que les enfants qui vivaient en milieu urbain, par exemple près d'une autoroute ou près d'un lieu pollué, avaient des poumons qui se développaient moins bien, des capacités respiratoires plus faibles que ceux qui avaient bénéficié d'un air sain. Donc on voit bien, et en plus de ça, l'air toxique peut aussi avoir des répercussions sur la formation du cerveau. Donc on voit bien que la qualité de l'air, c'est quelque chose qui est redoutable et que le fait de... D'ailleurs, par exemple, ce qu'on appelle les fumeurs passifs, les gens qui ne fument pas, mais qui vivent dans un milieu de fumeurs, ont des altérations de leurs poumons quasiment les mêmes que ceux qui fument vraiment. Donc on voit que la qualité de l'air, c'est quand même quelque chose qui est primordial. En fait, ce qui est assez paradoxal, c'est que l'oxygène est une nourriture qui nous est indispensable et que le stress oxydatif, c'est aussi dû à des réactions dues au métabolisme de l'oxygène. Donc l'oxygène est notre premier aliment, voilà, au moins il occupe une part au moins égale avec l'alimentation, puisque sans nourriture on meurt, mais sans oxygène on meurt. Et en parallèle, le stress oxydatif, c'est aussi en relation avec les déchets nés des processus relatifs au métabolisme de l'oxygène. Donc, en fait, l'oxygène reste quelque chose qui doit être un souci pour nous. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, tu parles de moi, j'habite en plein centre-ville. Évidemment que bon, j'ai la chance d'avoir un jardin en plein centre-ville, mais très souvent, par exemple, tout à l'heure, je suis allé faire une heure de vélo parce que on n'imagine pas comment peut être pollué l'air, surtout quand on habite sur le périphérique de la ville, et évidemment que c'est pas forcément le meilleur oxygène. Mais en fait, voilà, ce qui est intéressant, c'est que, eh bien, moi, en fait, à ce niveau-là, je peux être un exemple dans le sens que même si je ne vis pas dans les meilleures conditions, puisque les meilleures conditions, ce serait de vivre à la campagne, pour autant, la campagne, des fois, c'est pas toujours une bénédiction, puisqu'il y a des gens on s'est aperçu que des gens qui vivaient à la campagne, mais à cause des agriculteurs qui épandent des produits chimiques, ils avaient des cancers qui étaient dus à cette pollution. Donc la campagne aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas une garantie, mais le fait de vivre en plein centre-ville, sur un périphérique, c'est pas forcément le meilleur endroit, mais on peut essayer d'atténuer les effets délétères en allant à la campagne, en prenant du temps pour s'oxygéner. En tout cas, moi, c'est ce que je fais, quoi. Ouais, puis j'ai envie de dire, j'ai envie de rajouter, bon bah ça c'est pas négligeable ce que tu viens de dire, mais même encore au-delà de ça, c'est-à-dire que déjà on conçoit que notre air il est pollué, donc forcément en matière d'oxygène on n'a pas ce qu'il faut, hein, même si, mais à un moment donné
on a mis ce point-là comme problématique, mais on a mis aussi le doigt sur le fait qu'on ne respire pas forcément de la bonne des façons. Donc, les deux adjoints, maintenant, on peut avoir un air qui est plus ou moins pollué, mais ça ne nous empêche pas d'aller prendre des bonnes respirations tous les jours, de faire des exercices de respiration et de cohérence cardiaque, etc. tous les jours. Ça ne nous empêche pas. Parce qu'on pourrait me dire, oui, oui, mais Thomas, c'est bien beau, tu me fais faire une respiration profonde en plein air de Paris, je vais respirer plein de toxines. Oui, mais entre ça et pas respirer du tout et faire de l'hyporespiration, c'est quoi le mieux à un moment donné? Il vaut mieux quand même respirer. Donc voilà. Et pour terminer tout vite, j'ai envie de dire un truc qui va être simple à mon avis à comprendre pour tout le monde, pour montrer vraiment l'importance de la respiration, encore même au-delà de l'alimentation. Comme on n'arrête pas de le dire, on parle toujours d'alimentation, la santé, à tel point que je vais donner un truc, c'est sur le matin par exemple. Le matin, on va chercher les discours dans tout et son contraire encore une fois pour savoir on s'intéresse souvent, qu'est-ce que je dois manger le matin pour être en forme? Qu'est-ce que je dois manger? Qu'est-ce que je dois manger? Toujours, encore une fois, sur la nourriture, comme si on n'était fait que de matière. Et à un moment donné, j'ai envie de dire, on pense toujours à ça. C'est très bien, c'est bien de vouloir s'intéresser quand même à une meilleure alimentation. Mais je veux dire, l'exemple, pour moi, la meilleure des choses à faire dès le matin, quand on se lève, c'est pas de se diriger vers l'alimentation dans un premier temps, c'est sûrement d'aller dehors et de prendre une bonne bouffée d'oxygène et de faire une petite séance de respiration. Parce que faut pas oublier, on parlait d'environnement, on parlait d'air, on vit dans des environnements qui sont confinés. La plupart des gens n'aèrent pas, ne dorment pas la fenêtre ouverte et n'aèrent pas leur milieu. Donc, ce qui fait que la plupart du temps, la nuit, on est en anaérobie. Les cellules, elles sont en hypoxie. C'est en hypoxie? Non. Oui, c'est tout à fait. Elles sont en manque d'oxygène au bout d'un moment. Et donc, forcément, le matin, le corps, ce qui rêve le plus, c'est une sacrée bouffée d'oxygène. Qu'on habite à Paris ou dans la montagne, c'est pareil. Et j'ai envie de dire l'exemple simple pour bien comprendre ça. Regardez un bébé qui vient de naître. Quelle est la première des choses qu'il fait quand il vient de sortir du ventre de la maman? Ben, il respire. Il respire, ce bébé. Il n'est pas tout de suite en train de téter le sein de sa mère. Non, il respire. Donc ça nous montre bien, parce que là, c'est l'émanescence de la vie, hein, c'est la vie qui commence. Et ben, nous, chaque matin, c'est aussi une vie qui commence. Donc comment l'installer bien? Par une bonne séance de respiration. Et moi, mon petit conseil au passage, c'est vraiment d'essayer tous les matins, rien que 5 minutes. On se lève, on enfile un pull, on enfile un pantalon, on va dehors et on prend 5 minutes pour respirer. Et vous allez voir les changements radicaux que ça va faire en vous. Voilà pour la Est-ce qu'il y respiration. a des questions? Il y avait pas mal de questions. J'en ai vu passer plusieurs tout à l'heure. D'ailleurs, je voulais donner un petit point sur les personnes qui ont envie de poser des questions. Allez-y, posez vraiment des questions, même s'ils ne sont pas forcément exactement dans le sujet dans lequel on est en train de parler. Allez-y. Et ça nous Il y a combien permettra de peut-être. personnes actuellement? Là, pour l'instant, on est 13 personnes en direct. D'accord. Et donc, poser les questions, on les regardera sûrement après. On fera sûrement pas le tour de toutes les questions parce on veut énumérer quand même pas mal de sujets. Mais du coup, voilà. En tout cas, ça pourra nous laisser des questions pour la prochaine fois et on pourra faire le prochain live, par exemple, sur un question-réponse. Et donc, on retiendra les questions qui auront été notées à ce moment-là. Donc, allez-y, pas de souci. J'avais envie de rebondir, moi, sur. Donc là, on a parlé de la respiration, on a parlé de l'activité physique, on a parlé de l'air, on a parlé des émotions. On pourrait parler un peu du sommeil, par exemple, qui est très important aussi, hein, le sommeil, parce que c'est important de comprendre la physiologie, surtout liée au sommeil. Parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens de plus en plus qui sont. Comment je cherche mon mot, mais qui subissent l'insomnie, qui font de l'insomnie ou des perturbations liées au sommeil, etc. Il y en a vraiment de plus en plus. Et c'est vrai qu'encore une fois, on peut agir avec l'alimentation, on peut agir avec des plantes qui permettent de calmer, etc., le système pour pouvoir s'endormir. Il y en a qui prennent carrément des somnifères pour ne pas citer tout ce qu'il y a. Enfin voilà, d'accord. Mais encore une fois, on n'agit jamais vraiment sur la cause des causes. Et encore une fois, s'intéresser à la qualité de son sommeil, c'est très important. Parce que j'ai juste envie de prendre 2 secondes pour dire que, voilà, le sommeil, globalement, physiologiquement, comment ça se passe? Pour que notre corps se mette en repos et en mode sommeil, eh ben, il y a une activité au niveau glandulaire, au niveau des hormones. Et ça se passe au niveau de la pinéale dans un premier temps, qui, quand elle capte la pinéale, hein, qui est en fait notre troisième œil aussi, on dit, quand elle capte que la lumière commence à descendre en intensité, eh ben, elle va commencer à produire 2 hormones spécifiques au sommeil, qui est la mélatonine et la mélatonine. Ces 2 hormones vont permettre au système nerveux de passer en mode parasympathique et de pouvoir être dans le calme, dans le cool, contact, et on va pouvoir se reposer. Et à ce moment-là, seulement le corps se met dans la phase sommeil. Mais pour que ces hormones soient produites dans un premier temps, il est important
que notre pinéal ait capté que cette intensité de lumière soit descendue. Or, nous, dans notre mode de vie standard et aujourd'hui, bah, dès qu'il n'y a plus de lumière, eh ben on rallume nos lumières. Donc, on va avoir des lumières artificielles, ou si ce n'est pas l'écran aussi qu'on va se mettre devant le lit pour dormir, bah, tout ça, ce sont des lumières qui stimulent notre pinéal. Et donc, tant qu'elle est stimulée avec la lumière, elle ne comprend pas qu'elle doit produire la dose suffisante de mélatonine et de mélatonine pour pouvoir qu'on s'endorme. Parce qu'il y a toujours la lumière. D'ailleurs, vous l'avez sûrement déjà vécu, passer un petit moment avec des gens une après-midi, puis ça s'éternise jusqu'au soir, et la lumière commence à descendre. On n'a pas tout de suite pensé à rallumer nos projecteurs, je dis des projecteurs, mais nos lumières. Et finalement, il y en a des fois des personnes, quand on n'a pas pensé à rallumer la lumière, qui disent « Ah, je m'endors, on ne pourrait pas rallumer la lumière parce que ça me fatigue là d'être dans le noir et compagnie. » Bah ouais, mais c'est des signes qui nous montrent qu'on est en fatigue. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On rallume la lumière. Donc forcément, ça va s'inverser. Et j'avais envie de rebondir encore une fois avec ça, parce que là, tout à l'heure, je parle de la mélatonine et je parle de la mélatonine, qui sont les deux hormones spécifiques au sommeil. Bon, il y a aussi le 6-MH qui est là, l'hormone qui est produite pour la période de veille, donc l'inverse du sommeil. Mais pour que ces hormones soient produites, elles trouvent leur précurseur dans la sérotonine. Sérotonine qui est produite à 80% dans les intestins. Et donc, à un moment donné, quand on parle des intestins, attention, on est sur l'hygiène intestinale. Sur l'hygiène intestinale, on peut rebondir sur l'alimentation. Parce qu'encore une fois, si notre alimentation nous apporte beaucoup de congestion et ne nous permet pas d'avoir suffisamment de sérotonine, ce que parlait tout à l'heure Eric, bah, comment ça se passe? Le corps, il ne va pas pouvoir prendre suffisamment de sérotonine pour la transformer avec des groupes acétyles et la transformer en mélatonine ou en mélatonine. Qu'est-ce que t'en dirais, Eric, par rapport à ça? Oui, oui, le sommeil, en fait, c'est quelque chose qui se prépare. Alors, comme tu l'as expliqué, c'est aussi la résultante d'un équilibre biochimique. Mais par exemple, les personnes qui regardent tard leur ordinateur, on sait que la lumière bleue qui est émise par les écrans de télévision et les ordinateurs altère la biochimie du sommeil. Et les gens qui regardent beaucoup l'ordinateur avant de dormir, ils ont du mal justement à trouver le sommeil après. Donc en fait, idéalement, il faudrait faire comme les poules, se coucher avec le soleil. Et le fait de prolonger la nuit avec des lumières artificielles, eh bien, en effet, on ne respecte plus l'horloge interne de l'organisme. Et puis après, on a des insomnies. Alors, moi, je pense que on n'est pas obligé non plus de se coucher avec des poules, avec le soleil, mais en même temps, il faut pas trop tarder. À 10 heures du soir, ça serait bien de se coucher et de pas prolonger la journée avec des excitations visuelles, parce qu'ensuite, on va être obligé de recourir à des médicaments parce qu'on n'arrive pas à trouver le sommeil. Le sommeil, ce n'est pas que le fait de bien manger, c'est aussi une hygiène de vie et s'amuser avec des jeux vidéo jusqu'à 11h minuit ou regarder être sur les réseaux sociaux jusqu'à 1h du matin, il ne faut pas s'étonner ensuite de ne pas trouver le sommeil, quoi. Donc en fait, on voit bien que l'hygiène de vie, c'est beaucoup du bon sens et beaucoup observer ce que font par exemple les animaux et s'y inspirer lorsque ça peut nous y aider, quoi. Parce que les animaux ont l'avantage sur nous, enfin c'est un avantage et un inconvénient, c'est que ils sont quand même très tributaires des instincts. Et les instincts les contraignent d'une certaine manière à suivre les cycles de vie beaucoup plus que nous. On peut s'en affranchir beaucoup plus parce qu'on a cette capacité à réfléchir, mais qui des fois, à cause ou grâce au cortex cérébral, on fait des bêtises. Donc, je dis pas qu'il faut toujours être dans l'instinct, parce que l'instinct, faut savoir aussi le maîtriser, mais suivre les grandes lois de la nature, c'est quand même un principe important. Ouais, clairement.
Et j'ai envie de donner un petit truc pour information, parce qu'on parlait de l'insomnie liée au sommeil. Souvent, les gens font de l'insomnie, alors soit ça peut être j'ai du mal à m'endormir jusqu'à 5 heures du matin, ça peut être je me réveille justement entre 3 heures et 5 heures, je m'endors à 10 heures, mais à chaque fois je me réveille entre minuit et 3 heures. Voilà, il peut y avoir des heures, et c'est important de savoir aussi, encore une fois, on va bien voir, ça va rebondir sur l'oxygénation, ça va rebondir sur l'alimentation. Par exemple, de minuit à 5 heures à 4 heures du matin, non, de 11 heures jusqu'à 3 heures du matin, non, de 11 heures jusqu'à 3 heures du matin, il y a une suractivité au niveau du foie, au niveau hépatique, au niveau de la vésicule et au niveau du foie. Donc voilà, les gens qui se réveillent dans ces heures-là, on peut savoir aussi qu'il y a une suractivité, que c'est peut-être cet organe, le foie, a du mal à détoxifier, a du mal à faire fournir son travail. Quand c'est par exemple entre 4 heures et 6 heures du matin, c'est plutôt les poumons qui surtravaillent. Tout à l'heure, on parlait de respiration, on parlait de l'environnement, on parlait de l'air, des environnements mal aérés. C'est pareil, quand on a un environnement qui est mal aéré, on est, comme je l'avais dit, en anaérobie au niveau de l'oxygénation, au niveau de l'air, au niveau de l'oxygène, pardon. Et donc, forcément, à un moment donné, les poumons qui, comme je l'ai dit, de 4 heures à 6 heures vont vraiment fournir un gros travail, même s'ils fournissent du travail toute la journée, mais là, vraiment précisément à ce moment-là, si on ne fournit pas assez d'oxygène et assez d'air frais au corps, forcément, il a du mal. Donc, on va se réveiller entre 4 heures et 5 heures du matin à chaque fois, parce que les poumons, ils ont du mal à oxyder les acides faibles volatiles. Donc, voilà, très important aussi à voir, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui souhaiteraient poser des questions pour voir? Il y a eu plein de questions, mais quel est votre avis sur la combinaison protéines-glucides? Mais je pense que, attends, parce que sinon ça va être vraiment fourre-tout. Je ne sais pas ce que tu en penses, je te demande ton avis, mais les questions, il y en a eu vraiment plusieurs dans plein de domaines différents. Je pense que ça pourrait être bien qu'on les garde avec nous et qu'on fasse un live la prochaine fois pour justement parler de ces questions plus précisément aux gens. Comme ça, on leur dit de Ça retenir, parce que là, fait combien de temps déjà qu'on fait l'émission? là, on n'est pas loin d'une heure, donc c'est pour ça on peut reparler vite fait de quelques besoins vitaux. Comme là, on parlait du sommeil, et j'aurais bien voulu parler un peu du repos, parce que souvent, par exemple, on assimile le repos au sommeil. Le sommeil n'est pas le repos, même si pendant qu'on est au sommeil, on est forcément au repos, mais le repos, c'est autre chose. Le repos, c'est pas que pendant le sommeil. Par exemple, le repos, il faut bien le prendre que c'est lorsqu'on fait une activité physique, c'est important, on le sait très bien, on va pas faire de l'activité physique toute la journée, c'est important d'avoir un moment de repos. D'ailleurs, les sportifs le connaissent très bien, et là, il y a Mon Sport, Mon Assiette. On sait très bien que la création des muscles et la reprise musculaire se fait pendant la période du repos. C'est pas pendant la période où on est dans le catabolisme, etc., qu'on fait de la reconstruction cellulaire et des tissus. C'est pendant la période de l'anabolisme, donc pendant la période de repos, d'où l'importance du repos. Mais c'est pas qu'au sujet du sport. Par exemple, on mange, et on voit qu'aujourd'hui, il y a plein d'individus qui mangent toute la journée. Toute la journée, ils mangent, et jamais ils sont au repos digestif. Le repos digestif est très important. Si on n'a jamais de repos, on va opprimer sur les systèmes qui sont après la digestion, qui sont l'assimilation et l'utilisation. Donc, et l'élimination qui vient en quatrième. Ceux-là, on va les empêcher d'accomplir leur fonction de manière adéquate si à chaque fois on n'est pas dans le repos. Parce que l'élimination, elle se fait pendant la phase de repos à chaque fois. Je ne sais pas si tu as envie de dire des choses par rapport à ça, parce que on vit tout le temps en mode speed et on ne se repose jamais. C'est vrai, ça, en fait. Je vais rebondir parce que tu m'as dit qu'il y avait comment il dit Mon sport, mon assiette. C'est pas Gaël, ça? Je connais pas son prénom, mais c'est Mon Sport, Mon Assiette, ouais, que tu publies des fois les vidéos là. D'accord. Bon, enfin bref. Parce que Gaël, c'est un sportif que je trouve, d'ailleurs, qui est intéressé par la formation que je vais faire à la fin d'année. Et c'est une personne qui est très sportive et qui essaye en fait de respecter tous les facteurs de santé. Et c'est pas évident lorsqu'on a une vie euh, classique, ordinaire, comme nous tous d'ailleurs, de se discipliner. Et en fait, c'est tous les facteurs de santé nous demandent, au-delà des connaissances que l'on a, de se discipliner. On ne peut pas être en bonne santé si on ne se discipline pas et si on n'a pas un minimum de maîtrise. Et par exemple, lorsque tu parlais de repos et que tu faisais une allusion par rapport aux gens qui font
du grignotage intempestif. Ah. Le fait de faire le grignotage intempestif, les gens n'imaginent pas, et c'est beaucoup les jeunes qui arrivent à grignoter 15, 20, 30, 40, 50 fois dans la journée. Ils mangent 3 fois par jour, mais entre les repas, ils grignotent constamment. Déjà, lorsqu'on grignote constamment, on empêche. Il faut savoir qu'une digestion stomacale, ça prend 3-4 heures minimum, voire 4 à 5 heures. Et ensuite, quand la digestion stomacale est terminée, c'est la digestion intestinale qui va prendre le relais. Et qu'en fait, ces digestions qui se succèdent, elles vont impliquer des sécrétions de sucre digestif en fonction du bol alimentaire, en fonction quantitatif et en fonction qualitatif. Si on a mangé un repas d'1 kilo, c'est pas pareil que si on a mangé un repas de 300 grammes. Si on a mangé des produits laitiers et de la viande, c'est pas pareil que si on a mangé que des crudités. Donc en fait, on a une spécialisation des sucs digestifs qui va se faire, des sécrétions qui vont se faire en fonction de la quantité, de la qualité alimentaire. Et ensuite, par exemple, on sait que un repas où on a mangé de la purée avec de la viande, non, on va dire plutôt de la viande avec des crudités, par exemple, il va y avoir des sécrétions chlorhydriques au bout de 20 minutes que le repas est terminé pour digérer la viande. Et donc, si et ces sécrétions d'acide chlorhydrique sont très acides au départ, il y a un pH de 1 qui est très acide, et puis petit à petit, au fur et à mesure que la digestion des protéines est faite, eh bien le pH va remonter. Si je bois de l'eau en plein ce processus, je vais diluer les sucs digestifs, donc le pH qui est très acide au départ, eh bien il va remonter puisqu'il y aura plus de liquide, il va se diluer, et la digestion des protéines va mal se faire. Donc on voit bien que il y a un temps qui devrait jamais être interrompu, c'est le temps de la digestion. Et le fait, après un repas, de boire du café, de grignoter, si un ami arrive, ça y est, 1h30 après, on se remet à manger pour aller un café, un verre, une petite friandise, etc. Eh bien, la digestion est interrompue. Et après, on s'étonnera ensuite d'avoir des douleurs, etc. Une digestion, on ne devrait pas troubler une digestion et ne rien manger et ne rien boire 4 heures après une digestion, après un repas, et on commence à reboire que 2 heures après, si on vraiment on a soif. Et le fait de ne pas respecter ces temps de digestion, rien que ça, est à l'origine d'énormément de troubles de santé qu'on n'imagine pas, tellement la diversité peut être importante en termes de troubles de santé. Donc, cette notion de repos digestif dont tu parlais, avec ces temps de digestion, c'est fondamental. Et puis, des fois, moi, je vois beaucoup de gens qui ont des troubles de santé multiples et divers. Ils ne s'intéressent même pas à ces facteurs dont ils ignorent complètement les effets délétères que ça peut avoir sur la santé lorsqu'on ne les respecte pas. Donc, en fait, moi, il y a un slogan que j'avais vu un jour à la publicité, un slogan publicitaire, je crois que c'était un slogan publicitaire pour les pneus. Et ce slogan, je l'aime bien, il dit sans la maîtrise, la puissance n'est rien. Vous pouvez avoir toutes les connaissances du monde, si vous n'êtes pas un minimum discipliné, jamais vous aurez la santé, parce que la discipline, c'est le fait de s'organiser. Et quand on a des envies qui peuvent compromettre la digestion, ou qui peuvent compromettre même nos projets, eh bien, il faut savoir se maîtriser un minimum pour ne pas entraver en l'occurrence le processus digestif, mais ce slogan, entre guillemets, sans la maîtrise, la puissance n'est rien, est valable à tout niveau, au niveau du travail, au niveau spirituel, au niveau émotionnel, au niveau alimentaire et à tout niveau. Et aujourd'hui, on est dans une société d'abondance, même s'il y a encore des gens qui meurent de faim, on est malgré tout dans une société d'abondance. Et quel est le message des publicités? Très souvent, quand on l'écoute bien, c'est de se laisser aller, faites-vous plaisir, laissez-vous aller. Et ben, c'est le meilleur moyen de perdre le contrôle de sa vie, parce que si on se laisse aller à manger constamment, eh bien, on génère des toxiques constamment, les toxiques génèrent des réactions inflammatoires immunitaires, et un beau jour, on peut se retrouver avec une maladie grave.
Donc, aujourd'hui, on est dans une société de consommation qui nous pousse à consommer et qui nous pousse à ne pas justement faire appel à la maîtrise. Et la maîtrise, je dis pas de devenir un moine, mais la maîtrise, c'est quelque chose d'important. Sans maîtrise et sans discipline, on ne peut pas ni avoir la santé, ni vraiment atteindre ses objectifs dans la vie. Ouais, clairement. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Ok, du coup, on va rebondir sur d'autres besoins vitaux. On va peut-être plus s'éterniser, donc on va faire très rapidement. On va les énumérer, dire deux, trois petits trucs à chaque fois. Là, tu parlais de la digestion. Donc tout à l'heure, tu as parlé, enfin, ça me fait rebondir parce que tu as parlé de l'eau et de boire trop d'eau. Et ça me fait rebondir justement sur l'eau, qui est un élément, un besoin vital hyper important, encore plus que l'alimentation aussi. Parce que c'est pareil, hein, on peut tenir 20 jours sans manger, on peut tenir peut-être 6 jours sans eau, c'est déjà moins. Donc voilà. Au niveau de l'eau, bon, on va faire très vite. Hein. C'est vrai que l'eau, on boit une eau qui est de plus en plus polluée, à part ceux qui ont la chance de pouvoir boire de l'eau de source, de montagne, etc. Mais c'est vrai que notre eau est de plus en plus polluée pour ça, donc on va pas faire des détails. Mais par contre, Eric, tu as un bon conseil à donner pour avoir une eau de meilleure qualité, malgré qu'on est quand même en ville, etc. Alors, officiellement, si on en croit les organismes d'État, l'eau du robinet est très saine, on n'a rien à dire. Et en fait, ce que je m'aperçois, c'est que le critère qui est retenu pour appréhender l'eau, officiellement, c'est le fait qu'elle ne contienne pas de bactéries, voilà, et qu'elle contienne le moins possible de toxiques. Alors, il y a des études qui ont prouvé que dans l'eau du robinet, on trouve des traces de toutes sortes de médicaments, des contraceptifs, des anti-inflammatoires, des somnifères. On trouve des traces. Alors, des traces, ça veut dire pas beaucoup, mais pas beaucoup, c'est déjà trop. Voilà, on ne devrait pas trouver tout ça dans l'eau. Et il y a, alors ça, je vous conseille d'aller le voir parce que ce que je vais dire, ça peut créer des débats. Alors, pour éviter toute polémique, je vous conseille d'aller voir une vidéo qui se trouve sur YouTube. Et si vous voulez, si vous êtes intéressé par cette vidéo, je vous donnerai le lien. Je sais que j'ai mis ce lien dans mon livre l'hygiénisme et l'alimentation vivante. C'est une vidéo qui est incroyable. Elle est incroyable parce que les gens qui interviennent dans cette vidéo sont des gens c'est pas les moindres. C'est des chercheurs du CNRS ou enfin des chercheurs d'un organisme d'État, je ne sais plus lequel. Et il y en a deux qui sont vraiment qui ont construit, qui sont dans cette vidéo. En fait, c'est un chercheur. Alors ça s'est passé dans les années, je pense que c'était à l'époque où Kouchner était ministre de la Santé, si je ne me trompe pas. Et en fait, à cette époque-là, il y a un chercheur de je ne sais plus quel organisme, mais c'est un organisme d'État, qui a fait une déclaration à des journalistes de François, si je ne me trompe pas, et qui a dit que d'après ses analyses, le taux d'aluminium dans énormément de communes et de départements français, pas dans tous, mais dans pas mal, avait un taux d'aluminium largement au-dessus des normes tolérables. Et ça avait évidemment fait la une de François, et du coup, il y a des journalistes qui sont allés le voir, et ce chercheur a continué dans cette voie. C'est-à-dire il a été catégorique dans un premier temps. Il a dit, il faut absolument avertir la population française concernée, dans les communes concernées, d'arrêter de boire l'eau du robinet. Il n'était pas du tout, il n'avait pas un discours mitigé. C'était catégorique. Il faut arrêter le temps de trouver une nouvelle technologie qui existe d'ailleurs pour ne plus utiliser l'aluminium qui sert soi-disant à éclaircir l'eau. Et ce qui se passe, c'est que évidemment, comme François est un journal qui a une certaine audience, c'est arrivé aux
aux oreilles du ministre. Et Kouchner a téléphoné. Alors ça, c'est son collègue qui travaillait avec lui, donc c'est pas moi qui le dis. Il dit que Kouchner lui a téléphoné et lui demandé d'aller sur TF1 pour minimiser tout ce qu'il avait dit et faire grosso modo de dire qu'en fait que c'était une étude qu'il fallait pas prendre au pied de la lettre et que c'était une étude qui devait faire l'objet de recherches, etc., parce qu'elle était loin d'être significative. Donc en fait, il est allé sur TF1 sur l'ordre ou sur le conseil de Kouchner, un conseil appuyé, pour se contredire en fait. Et ensuite, quand son collègue lui a demandé pourquoi tu t'es permis d'aller sur TF1 pour faire ça, il a dit, mais si je n'avais pas fait ça, l'année prochaine, j'aurais plus eu de crédit. Alors, grosso modo, c'est un chercheur et pour avoir des crédits pour faire de la recherche, il est obligé de renier ses propres travaux de recherche. Donc, à quoi bon de faire des travaux de recherche? Et son collègue lui a dit, c'est pas ça un chercheur. Un chercheur, c'est quelqu'un qui ne coûte pas le ministre si le ministre va contre l'intérêt du public. Un vrai chercheur, c'est quelqu'un qui défend les intérêts de chacun d'entre nous. Et donc là, on voit bien qu'il y a des conflits d'intérêts. Résultat des courses, beaucoup d'entre nous buvons une eau qui est trop concentrée en aluminium et l'aluminium est à l'origine de maladies neurodégénératives telles que Alzheimer, éventuellement Parkinson, mais surtout Alzheimer. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, alors moi le conseil que je donne, c'est très simple, c'est d'utiliser ce qu'on appelle le principe de précaution. Comme on ne sait pas si on est dans une commune ou un département où l'eau n'est pas saturée en aluminium, eh bien d'avoir un filtre. Alors soit vous avez le filtre, bon moi je vous dis la marque c'est Doulton, mais vous pouvez en trouver un autre. C'est le premier filtre qui vaut 200 € et qui vous permet d'avoir une purification qui n'est pas des meilleures, mais pour ce genre de filtre c'est déjà pas mal du tout. Et si vous voulez investir 1200 €, il y a d'autres filtres qui sont très performants, qui sont capables de tout filtrer. Alors le problème de l'osmose inverse, c'est que ça filtre tellement que vous avez une eau déminéralisée. Et le filtre auquel je pense, ensuite, après avoir complètement filtré toute particule nocive, parce que le filtre est très très puissant dans sa capacité à filtrer justement les particules les plus fines. Ensuite, l'eau passe dans un bain de lithotame pour être reminéralisée grâce à un vortex, etc. Donc aujourd'hui, ce genre d'appareil, pour moi, c'est vraiment intéressant si on a 1200 € à mettre. Autrement, avec un filtre entre 180 et 200 € ou 240 € de la marque Doulton, on arrive à avoir une filtration intéressante. Mais moi, franchement, je suis désolé, je ne peux pas faire partie des gens qui disent que l'eau du robinet est valable, alors que des chercheurs d'organismes d'État disent que cette eau est hyper toxique parce que ce chercheur qui s'est renié a dit dans un premier temps nos travaux sont incontestables parce qu'on les a vérifiés depuis plusieurs années. Et quand le journaliste lui a dit quel conseil vous préconisez, il a dit c'est simple, arrêtez de consommer cette eau. Et ensuite, quand la journaliste qui a fait cette émission est allée voir, puisqu'elle a été faite quelques années après que Kouchner soit ministre, donc elle a été faite dans les années 2007, 2008 ou 2010. Cette journaliste a été reçue par une représentante de l'État et qui s'est énervée parce que la journaliste lui posait des questions qui la mettaient en cause. Parce qu'en fait, le journaliste lui a dit si les seuils préconisés par l'État sont dépassés, qu'est-ce que vous nous déconseillez? Et elle a dit, en guise de réponse, elle a dit arrêtez l'émission, je ne veux plus être filmé. Donc, quand vous avez des représentants de l'État qui réagissent comme ça, c'est quand même un peu limite comme discours. Voilà. Et cette vidéo, je vous conseille de la voir parce que il ne s'agit pas de propos qui viennent de moi. C'est vraiment
une discussion qui s'est faite entre des spécialistes de l'État et le ministre de la Santé. Et cette histoire a été enterrée. Voilà. Et c'est gravissime, puisque c'est un problème de santé publique. Ah bah, clairement, ouais. On voit bien l'importance de l'eau, hein. C'est hyper important, hein. J'avais juste envie de rajouter que c'est vrai que si on respecte bien le fait d'apporter des crudités, alors je dis pas de manger cru, hein, je dis d'apporter des crudités à chaque repas, on va limiter un petit peu notre consommation aussi d'eau, parce qu'on aura besoin quand même de moins boire, parce qu'on aura pris beaucoup de minéraux et d'eau aussi qui seront dans ces crudités. Tout dépend encore ce qu'on mange, mais voilà. C'est vrai que les gens qui mangent de bonnes quantités de crudités ont moins besoin d'eau, parce que Ouais, les carrément. crudités consomment beaucoup d'eau. C'est vrai. Bah ouais. Ouais, complètement. Ok, donc voilà, on a passé sur l'eau. Bon, bah ça c'était les élémentaux, hein, air, chaleur, eau, terre. Bon, bah au niveau de la chaleur, c'est assez simple, hein, forcément. On est plus physiologiquement fait pour être dans des environnements tropicaux que d'être dans le nord. Maintenant, bon, on arrive à s'adapter de partout, mais voilà. Par contre, la chaleur est très importante parce que, bon, bah, par exemple, si je prenais l'alimentation, pour qu'il y ait une bonne digestion, eh ben, il faut que le corps reste à 37 degrés. Et si on mange des aliments qui sont forcément trop en dessous, ce qui n'est pas le cas normalement dans la nature, parce que je rappelle que même si on mange une pomme, un fruit dans la nature, il n'est pas froid ce fruit car il est chauffé par le soleil, donc il n'est jamais froid. Et en tout cas, ils ne chutent pas comme nous quand on les sort du frigo. Quand on mange des trucs du frigo, c'est très froid. Je ne sais pas c'est combien un frigo en général. C'est combien? C'est 10, 12 degrés? C'est combien? C'est 11? Le frigo, Ouais, c'est 11 degrés. Le frigo, le c'est frigo, 10, 11 degrés. 4 degrés, Ouais, 4 degrés. 4 degrés, ouais, La carrément. température dans un Donc, frigo, la température hein? dans un frigo, tu veux savoir Ouais, la 4 température degrés. dans un frigo? Ouais, La température dans un frigo, oui, c'est 4 degrés. oui. D'accord, ok, donc 4 degrés, voilà. Donc justement, quand on sort des aliments du frigo, ben voilà, ils sont entre 4 et 10 degrés parce que le temps qu'ils se réchauffent. Donc vous imaginez la capacité au niveau énergétique du corps pour à chaque fois avoir besoin de réchauffer ces aliments pour pouvoir les digérer. Voilà pourquoi, quand on parle de médecine chinoise, ils font attention beaucoup à la chaleur digestive. Et vous verrez que eux, quand ils mangent cru, parce qu'ils mangent beaucoup de crudités, mais elles sont toujours à peine réchauffées. Ils ne mangent pas froid en fait. Ils mangent, c'est toujours quasiment cru, mais c'est quand même réchauffé. Et cette notion de chaleur digestive est très importante. Donc voilà, donc là on va vraiment passer en revue très rapidement les autres. On a fait nanana. On n'a pas fait le contact qui est très important. Bon, ça c'est très simple, hein. Pour vous dire un petit peu, le contact, à chaque fois qu'on a un contact avec un animal, avec une personne ou avec un arbre, etc., enfin, surtout avec les personnes de notre entourage, on produit ce qu'on appelle de l'ocytocine, qui est une hormone par excellence du Qui bonheur. Donc favorise on la produit beaucoup confiance. d'ocytocine, on se sent bien. Comment, Eric? L'ocytocine favorise la notion de confiance. Ouais, voilà, voilà, exactement. Merci Eric pour la précision. Et donc voilà, donc c'est très important d'avoir du contact et on le voit bien. Le Ça aussi, c'est citronette un est besoin d'accord. vital très important parce que avoir du contact, on le voit bien quand les bébés ils viennent de naître, ils sont toujours en réclamation de câlins, etc. Ils veulent toujours tout prendre dans les bras, on veut toujours faire des câlins. Et c'est vrai que c'est hyper important d'avoir des câlins. Et plus on a grandi, plus on a cru qu'en fait, faire des câlins, c'était un truc pour les bébés et c'est pas pour les grands. Et ben aujourd'hui, on se retrouve démunis de plus en plus de ces hormones liées au bien-être parce qu'on manque crucialement de contact. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que là, on ne peut plus. Après, ça va être hyper long. Puis bon, c'est pas une formation non plus. Mais voilà, pensez vraiment au contact, c'est très important d'avoir du contact. Alors pensez à toucher les animaux, pensez à toucher les gens. Ça ne veut pas dire faire des câlins forcément à tout le monde, mais au moins, vous savez, quand vous mettez une main sur l'épaule, voilà, vous touchez, il y a eu un contact. Donc ça permet à ces hormones de se produire notamment. Si je parlais par exemple du lien social, le lien social aussi c'est un besoin vital hyper important, ce lien social qu'on a de moins en moins aujourd'hui parce que on voit de moins en moins de monde, les gens sont de plus en plus confinés chez eux, ne sortent plus et quand ils sortent, eh ben, on a du lien social mais c'est souvent de manière très festive et heureusement finalement des fois qu'il y a cette fête pour que ça nous lie parce que sinon on n'a pas tellement de lien social, on est cloîtré devant nos télés, devant nos jeux vidéo, etc. Je ne sais quoi. Et donc le lien social, on ne l'a pas. Mais en même temps, ce lien social devient de plus en plus difficile. Pourquoi? Parce que la clé d'un bon lien social, c'est une bonne communication.
Et ça, c'est pareil, on ne nous a pas appris à bien communiquer, à avoir une bonne communication. Et il y a des outils pour ça. On en apprend aussi dans les stages avec Eric, et vous pouvez voir ça partout. Il y a des livres express sur la communication. C'est hyper important. Par exemple, je vais donner juste un exemple sur la communication qui permet justement après d'avoir un bon lien social. Quand on parle souvent de choses, par exemple, on va dire à une personne, on voudrait lui dire que son alimentation, elle n'est pas trop bien, ce qu'elle fait là, elle parle mal, ou je sais pas, enfin, lui faire entre guillemets des reproches ou des conseils, etc. Mais c'est surtout quand on parle des reproches, on va souvent utiliser le tu. Tu vois, tu fais ça, tu fais ci, tu fais ça. Et tu, c'est pointeur, on pointe du doigt. Alors qu'on pourrait très bien utiliser le on. C'est-à-dire que le on, même si nous, par exemple, on veut dire à une personne que, je sais pas, elle n'a pas une bonne alimentation, pour faire très simple par exemple, et que nous, on pense avoir une bonne alimentation, donc on n'a pas envie de s'inclure quelque part, parce qu'on pense que c'est que cette personne. Mais rien que le fait de mettre on s'en fiche si nous, on pense avoir une bonne alimentation. On met un on, et du coup, la personne, quand on dit ah ben en fait, je trouve qu'on mange quand même de moins en moins bien dans nos sociétés, on fait pas ci, on fait pas ça, et ben on s'inclut, et la personne ne se sent pas visée. Donc plus à l'écoute, plus à même de pouvoir changer et d'interpréter le message, et de pouvoir créer une relation. Mais voilà, la communication est très importante. Souvent, on ne dit pas ce qu'on pense aux gens, on va le dire à d'autres, c'est répété par machin, ça crée des conflits, ou on garde nos émotions, comme on disait tout à l'heure. Du coup, on a le vase qui est rempli d'émotions, donc on n'arrive même plus à contenir. Si on nous dit un truc, on part tout de suite en sucette. Enfin, voilà. Donc, le lien social est très important, mais pour avoir un bon lien social, c'est important d'avoir une bonne communication. Voilà. Pour le lien social, pour l'activité mentale, bon bah ça c'est pareil, c'est très important. On parle toujours d'activité physique, mais au niveau de l'activité mentale, c'est important aussi de faire marcher son cerveau. Quand on est toujours sur des Game Boy ou quand on fait rien, qu'on regarde la télé, on fait pas d'activité mentale. On est en train justement d'affaiblir et de ralentir notre cerveau. Alors que quand on lit, quand on fait du sudoku, quand on discute avec des gens, quand on se renseigne sur des choses importantes, quand on apprend des choses, comme lire le dernier livre d'Eric Darche, l'hygiénisme et l'alimentation Je vous vivante, conseille c'est une activité vivement. mentale. Bah, si tu veux dire quelque chose, Eric, vas-y. Je disais que je conseillais vivement ce livre. Donc voilà, si vous voulez une bonne activité Et mentale, il Titounette faut lire aussi, deux elle est livres d'Eric d'accord. Darche. Elle est d'accord, Titoun. Voilà, Eric fait du contact. En ce moment même, il est en train de produire beaucoup d'ocytocine. Vous voyez, il est en train de sourire, il a confiance en lui, il vous parle de façon à l'aise à la vidéo, etc. etc. Donc voilà, bon, au niveau de l'activité mentale, c'est quelque chose à prendre en compte aussi, très important. Hein, donc c'est un besoin vital. Si on a une activité cérébrale qui ralentit, il y a tout le métabolisme aussi qui va ralentir. Donc voilà. On a parlé du lien social. Bon, la relaxation, la détente, ça c'est pareil, ce sont des choses qui sont importantes à mettre en place parce qu'on est toujours surexcité. Donc, mettre en place des moments de détente, de relaxation, d'automassage, etc. C'est très, très, très important. Le corps a besoin de tact, hein, parce qu'à défaut d'avoir du contact avec les autres, c'est important de s'en donner soi aussi, se faire des petits massages, etc. Parce que c'est bien de se mettre des crèmes, c'est bien de se coiffer, c'est bien de se faire beau. C'est une bonne chose. L'estime de soi est très importante. Mais se masser aussi, ça peut être très bien. Parce que souvent, on met du maquillage pour enlever nos cernes, mais si on se massait assez souvent, on pourrait aider à faire disparaître ces cernes et avoir un meilleur teint aussi en se massant très Déjà, déjà, régulièrement. déjà les gens qui ont des cernes, c'est souvent les gens qui ont des cernes, c'est souvent en relation avec le foie. Et parce qu'en fait, moi je suis convaincu que les cernes, c'est pas quelque chose qui est comment dire incontournable. On est obligé d'avoir des cernes en vieillissant. C'est pas vrai. Ah Si on non, c'est mange clair. tard le soir, si on mange des graisses, si on mange des fritures, etc., on aura des cernes. Si on mange léger, équilibré, on n'aura pas de cernes. Donc et puis après, quand on a des cernes, au lieu d'essayer de régler le problème en amont, on va prendre des anti-cernes ou des crèmes pour camoufler. Mais Voilà. on est vraiment dans une société qui est une société du paraître au détriment de la réalité. Et d'ailleurs, on peut très bien paraître jeune, on peut être en bonne santé, etc., sans artifice. D'ailleurs, la vraie santé, c'est le fait de ne pas recourir à des artifices. À partir du moment où on recourt à des artifices, c'est que quelque part, notre logique n'est pas logique. Voilà. Et au lieu d'essayer de s'interroger sur les éventuelles erreurs qu'on fait, on a l'impression
parce que le discours ambiant est que en vieillissant, c'est inéluctable d'avoir des ceci, des cela, des rides, des varices, des poches sous les yeux, c'est complètement faux. On peut vieillir en bonne santé et à mon avis d'ailleurs, aujourd'hui, la majorité d'entre nous vieillissons trop vite. Et donc tout ça c'est en relation avec tous c'est-à-dire que là, tout le travail qu'on vient de faire ensemble et tous les facteurs que l'on vient de citer sont incontournables si on veut être en bonne santé et le plus longtemps possible. Voilà. Clairement. Clairement. Ouais, bonne synthèse. On en a un petit dernier, Eric, et puis j'ai bien envie que tu en parles de celui-là, qui est aussi très important, parce que quand on parle du corps, nous, on parle souvent du corps physique. C'est ça, ce qu'on voit, c'est le corps physique. Mais il faut savoir qu'en naturopathie, en hygiénisme, on considère 4 corps. Bon, des fois plus, mais on va rester sur 4 corps, qui est donc le corps physique que je viens de citer. Il y a le corps émotionnel. Voilà. Donc, on parlait des émotions tout à l'heure. C'est un corps émotionnel. Il y a le corps mental et il y a le corps spirituel. Et il faut savoir, pour la petite anecdote, au départ, avant même d'être un corps physique, nous sommes un corps spirituel énergétique. Et en redescendant en vibration, ça donne naissance au corps mental, qui, quand il redescend en vibration, donne naissance au corps émotionnel. Et en redescendant encore une fois en vibration, donne naissance au corps physique. Tout ça pour vous dire que je viens de parler de spiritualité, d'énergie, etc. Donc, quand on parle de spiritualité, on ne parle pas de religion forcément en soi, mais voilà, la spiritualité est une notion au niveau de l'équilibre de la santé du corps très importante. Donc, Eric, si tu as quelques mots à dire là-dessus. Ouais. Alors, la spiritualité, comme tu le dis, elle est souvent connotée. C'est-à-dire que dans l'esprit de beaucoup de gens, dès qu'on commence à parler de spiritualité, il y a des automatismes, et d'ailleurs qui ont été créés à dessein, qui ont été créés, à mon avis, de manière volontaire pour évincer cet aspect-là. C'est-à-dire que la spiritualité, aujourd'hui, si on commence à s'intéresser à la spiritualité, et d'ailleurs, il faudrait déjà définir ce qu'on met dans le mot spiritualité. Pour moi, déjà, la spiritualité, c'est tout ce qui a trait à l'esprit. Donc, la qualité de la pensée et la qualité des émotions. Voilà, ça, c'est une définition qui, à mon avis, personne ne devrait la contredire. C'est une définition assez large pour ne pas être acceptée par le plus grand nombre de personnes. Après, évidemment, qu'on peut s'intéresser à des religions, voilà. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, le mot spirituel, la spiritualité est très connotée de manière défavorable. Dès qu'on parle de spiritualité, on parle de secte. Voilà. Comme si c'était deux mots qui étaient indissociables. En fait, moi, je me pose la question, pourquoi aujourd'hui la spiritualité est presque devenue un mot tabou? Alors, d'un côté, on a en effet des réalités qui sont excessives, des religieux qui sont excessifs et qui commettent des noms. Donc là, on est d'accord que c'est pas des choses à suivre. C'est pas parce que, par exemple, un médecin se comporterait mal, ou un cordonnier se comporterait mal, ou un électricien se comporterait mal, qu'on va dénigrer toute la profession. Eh bien, c'est ça. C'est pas parce que certaines personnes sont excessives dans leur manière de vivre la spiritualité qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain et dire que la spiritualité, c'est quelque chose de dangereux. Non, la spiritualité, c'est quelque chose, à mon avis, d'essentiel. Et c'est quoi la spiritualité selon le terme que j'emploie? C'est la qualité de nos émotions, de nos pensées. Après, si on veut parler du divin, etc., ça, c'est des choses qu'on peut faire, mais c'est une option d'une certaine manière. Moi, je connais des gens qui sont très spirituels. D'ailleurs, un de mes patients, le plus vieux de mes patients, il a 96 ans cette année. On se connaît depuis 26 ans. C'est quelqu'un qui est athée. Il ne croit pas en Dieu. Mais à côté de ça, il a une vraie spiritualité dans le sens qu'il s'intéresse à la nature, il s'intéresse à l'alimentation, il s'intéresse à tous les facteurs de santé, il s'intéresse aux autres, il s'intéresse à ses petits-enfants, il les aide beaucoup. Donc en fait, sans être pourtant religieux, puisqu'il est athée, il ne croit pas en Dieu, eh bien, il est très spirituel dans sa manière de vivre. Et pour moi, je ne dis pas que c'est le meilleur exemple de la spiritualité, mais c'est un exemple très intéressant. Parce que on n'est pas obligé de croire à quoi que ce soit pour être spirituel.
Il suffit de respecter les facteurs de santé, il suffit de respecter la vie en général et on est forcément spirituel. Donc voilà, déjà, il faudrait redéfinir ce que c'est la spiritualité. Et aujourd'hui, on est dans une société qui nous encourage à couper ce lien à la source pour nous proposer une société complètement mercantile, matérielle. Et d'ailleurs, quel est qu'est-ce qu'on est en train de nous proposer à la place de la spiritualité? Je crois que c'est Malraux qui avait dit le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Parce que si on coupe la spiritualité, si on coupe les fondements, ce genre de fondements chez l'être humain, on va en faire des êtres matérialistes qui seront mus uniquement par des intérêts matériels, par des envies. Et qu'est-ce qui se dessine derrière ça? Eh bien, c'est le transhumanisme. Le transhumanisme qui veut faire de l'être humain un robot, un être humain mi-humain, mi-machine, et où toute spiritualité sera coupée, et on va en faire et d'ailleurs, où l'être humain comme toutes les autres marchandises. Et donc là, on court à notre perte en tant qu'être humain si on se coupe de cette spiritualité qui forme notre racine. On est avant tout des êtres de pensée et d'émotion, mais on est tout en fait. On est des êtres des chairs, certes, autrement on n'existerait pas, sur Terre au moins, mais un être, ce n'est pas juste que une tête et deux pieds et deux jambes, c'est aussi un esprit. Et cet esprit a besoin de nourriture. Et la nourriture que l'on propose aujourd'hui, c'est une nourriture qui est, on parle de nourriture de qualité pour les glucides, les lipides, les protéines, mais on devrait s'intéresser à la qualité spirituelle. Et quand on regarde les programmes de télévision, quand on regarde ce que nous proposent les grands médias, eh bien, c'est la même nourriture, c'est la même qualité de nourriture que les fast-foods. Et voilà, je ne voudrais pas être grossier, mais c'est de la nourriture de très mauvaise qualité. Voilà. Donc, la nourriture spirituelle est aussi importante que la nourriture physique. Et on ne peut pas être en bonne santé si on consomme la nourriture qui nous est proposée sans faire de tri. Autant il faut faire un tri pour l'alimentation physique, autant il faut faire un tri. Et on ne peut pas se permettre de regarder tout et n'importe quoi au niveau des programmes de télévision ou des films. Et d'ailleurs, j'ai étudié un livre du docteur Eric Braverman, qui est un neurobiologiste, et qui explique que le fait de voir des films violents provoque des stress, des réactions au niveau de notre cerveau et altère nos fonctionnements cognitifs. Donc, et puis en plus de ça, on sait très bien que les films violents, aujourd'hui il y a tout un pan de l'industrie en relation avec les films, avec les vidéos, qui prétendent que les films de violence permettent de nous purger de nos propres violences. En gros, c'est je regarde un film violent et comme ça, je purge ma violence. Eh bien, il y a des neurobiologistes qui ont expliqué que c'est complètement le contraire. Quand vous regardez un film violent et que vous le regardez une fois, deux fois, trois fois, eh bien, vous créez des connexions qui vous encouragent à ce genre de pratique. Et on sait très bien, et ça a été prouvé, qu'un jeune ou un adulte qui regarde un film violent va se retrouver dans les mêmes caractéristiques neuronales qu'un vrai militaire qui est en phase de combat. C'est-à-dire que le virtuel n'existe pas pour le cerveau. Quelqu'un un vrai militaire, une personne physique qui est dans la jungle et qui se bat et qui risque sa vie, eh bien, quelqu'un qui s'amuse à simuler ce militaire va activer les mêmes zones neurologiques et provoquer les mêmes réactions neurochimiques que le militaire qui s'affronte à un vrai danger. Et en fait, on s'est aperçu que les jeunes qui s'adonnaient à ce genre de film avaient tendance à inhiber le côté émotionnel et à renforcer le côté où on agit un peu comme un robot. Et donc, c'est dans les films aujourd'hui, cette nourriture spirituelle qui consiste à voir
des films de violence, quelle que soit la violence, eh bien, entrave notre bon équilibre et notre bonne santé. Parce que la santé, en effet, ce n'est pas que manger bien, c'est aussi penser bien et avoir de bonnes émotions. Et les bonnes émotions, et d'ailleurs, pour finir, je voudrais juste rajouter, il y a une expérience qui a été faite dans le cadre d'un collège. On a proposé on a dans un premier temps fait une analyse de recherche de l'immunité, de la capacité immunitaire de 100 élèves à peu près. Ils étaient une centaine d'élèves. Ils avaient des réponses immunitaires correctes. Alors, je pense que étudier une réponse immunitaire, c'est voir le nombre de globules blancs, voir comment elles agissent, etc., comment elles répondent à un agresseur, etc. Les réponses étaient tout à fait cohérentes et correctes. Ensuite, on leur a fait voir deux sortes de films. Un film violent, et d'ailleurs, quand on leur a dit qu'ils allaient voir un film de violent, ils étaient tout contents. On a analysé leur système immunitaire après visionnage de ce film. Le système immunitaire des 100 personnes, des 100 élèves avait régressé, avait baissé, au-dessous de ce qu'il était avant l'expérience. Ensuite, on leur a fait voir un film avec Mère Teresa. Alors, dans un premier temps, ils ont hué, ils ont dit c'est quoi ces bêtises, etc. Ensuite, ils ont été pris dans l'émotion de ce film. Eh bien, le système immunitaire a été évalué après le visionnage de ce film et le système immunitaire avait été amélioré. Donc, on voit bien que la qualité des émotions, quand il s'agit de comportements altruistes, d'aider son prochain, a tendance à favoriser les meilleures fonctions cognitives et les meilleures réponses immunitaires. Et quand il s'agit de films violents, à les inhiber et à les réduire. Donc, cette expérience devrait nous faire réfléchir sur la qualité de ce qu'on regarde, de nos lectures et de nos films et des émissions que l'on regarde. Voilà. Bah ouais, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, parce qu'on le voit bien, on l'observe dans la vie en fait. On voit bien que la plupart de la nouvelle génération qui joue à fond à des jeux violents, ce qu'ils font dans la rue, c'est des expressions de violence, même si c'est verbal, etc. On voit pas des gens en harmonie, vous saluer, vous dire vous voulez un câlin. Non, 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 c'est des gens qui voilà. Donc on voit bien que dans le cas concret, ça fait pas ce qu'ils disaient au début. Genre alléger la colère et la. Ah non, pas du Non, tout, ça ne fait purger, que. ça purge pas, ça au contraire, Bah non, c'est clair. ça la favorise. D'ailleurs, beaucoup de jeunes qui ont tué, tu sais, les jeunes qui ont fait des fusillades et qui ont tué 10, 15, 20, 30 personnes dans des lycées ou des collèges, eh bien, quand on s'intéressait à leur vie privée, c'était des gens qui regardaient beaucoup, en général, de films violents. Bien, ouais, bien Et sûr. les films violents ne purgent pas la violence, ils l'encouragent en créant moins des connexions neurologiques, ce qu'on appelle des autoroutes neuronales, qui favorisent ce genre d'attitude. Et les vendeurs de films violents disent que ça purge rien. Au contraire, ça cultive la violence. Voilà. Ouais. Alors du coup, avant de terminer, ouais, de quoi? Non, c'est bon? J'ai rien dit. Ah ok. Du coup, je disais avant de terminer, il nous en met encore deux là. Je regardais, il y en a deux, donc on va faire très vite. Il y a le naturisme au niveau des besoins vitaux. Le naturisme, en fait, c'est le fait d'être nu. Ça ne veut pas dire d'être nudiste à la plage. Hein. C'est le fait d'être nu. Attention, pourquoi je dis que c'est un besoin vital? Je vous dis pas à tous de nous mettre tout nus à chaque fois, voilà. Parce que là, maintenant, il y a quand même des problèmes sociétals, etc. Donc, c'est pas du tout le conseil du jour. Mais en attendant, notre corps, il a été prévu non pas pour être habillé, mais pour être nu. Et je suis encore une fois pas en train de vous dire de rester nu, mais à un moment donné, notre peau, c'est un émonctoire. En naturopathie hygiénisme, on l'appelle le troisième rein. C'est parce qu'elle est capable d'éliminer les mêmes substances qu'éliminent les reins de façon beaucoup plus petite, bien sûr, quoique des fois c'est très accru, justement, il y a des problèmes de dermite, d'eczéma, etc. Qu'est-ce que tu dis, Eric? Pardon? C'est ça, j'ai dit, la peau élimine les mêmes éléments que l'urine, mais de manière beaucoup plus faible. Voilà. Et donc, ce que je disais, donc du coup, la peau est un émonctoire. Mais forcément, quand elle est toujours en train d'être inaérée par nos habits et compagnie, le fait de faire la mobilisation, pas mobilisation, de se surhabiller, de se survestimenter. Ouais, voilà, je cherchais mes mots. Mais du coup, voilà, de faire trop l'usage de ces habits, on empêche le corps d'éliminer de manière adéquate.
Et voilà, sans vous dire de rester tout nu, mais pensez à vous aérer un maximum le plus possible. Surtout quand vous êtes chez vous, qu'il n'y a personne pour vous voir, essayez de vous dénuder le maximum parce qu'on porte vraiment trop de vêtements et ce qui empêche en fait cette bonne élimination au niveau de la peau. Et juste pour J'ai rebondir vu vite le fait, film. à la Ouais. limite, ne pas être tout nu, d'accord, mais pensez à marcher pieds nus, par exemple, pour être vraiment, vraiment bénéfique pour la santé, de penser à marcher pieds nus, surtout dans les milieux naturels et pas sur le goudron. Mais vous savez, on parlait tout à l'heure des méridiens, enfin Eric en parlait, donc on parlait de médecine chinoise, etc. On parlait des émotions. Comme je l'ai dit, la médecine chinoise, depuis des millénaires, a fait des rapprochements entre les émotions et les organes, mais a fait aussi énormément de rapprochements entre toute la colonne vertébrale, entre nos visages, entre nos mains, entre nos pieds, et des zones du corps qui reflètent des endroits au niveau des organes. Et donc, si à un moment donné, on veut aussi pouvoir masser, entre guillemets, à l'intérieur de nos organes, on pratique aujourd'hui ce qu'on appelle la réflexologie plantaire ou la réflexologie palmaire, je ne sais même pas comment on dit pour les mains, enfin voilà, au niveau du visage, etc. Mais voilà, ça a une importance, on l'enseigne, mais quand vous marchez pieds nus dans la nature, bah, vous êtes en train de faire de la réflexologie plantaire tout seul, sans rien faire du tout, et vous massez vos organes, Et ce qui puis peut on se les met en stimuler et contact vous avec aider. les Ça peut... énergies terrestres. Et voilà, Le exactement. fait de Et marcher pieds nus, d'ailleurs, on se la met en réflexologie, contact avec les oui, énergies pardon. terrestres. Comment, Eric? Le fait de marcher pieds nus, on se met en contact avec les énergies terrestres. Oui, clairement, ça permet aussi de faire descendre toutes les émotions, les énergies à la Terre, se connecter à la Terre. Voilà, c'est très important. Et pour finir, c'est l'adaptation. J'avais envie de parler, moi je le remets dans les besoins vitaux, parce que l'adaptation, c'est très important. Ça parle de la loi de l'Hormèse. Donc la loi de l'Hormèse, je le rappelle, c'est une loi qui dit que si on fournit à un organisme vivant un petit stress qui ne dépasse pas la capacité adaptative de l'individu, suivi d'un temps de repos suffisant, eh ben, va augmenter la capacité adaptative de l'individu. Que ce soit sur l'exposition au froid, que ce soit sur l'exposition au chaud, par rapport au jeûne, par rapport à l'activité physique. Et d'ailleurs, au niveau de l'activité physique, on connaît bien ce principe-là, hein, de pousser un maximum jusqu'au pic, on arrête et on prend un temps de repos suffisant et ça nous renforce. Et bien, l'adaptation, ce n'est pas qu'au niveau du sport ou ce que je viens de citer, c'est au niveau de tout. Aujourd'hui, on voit que notre capacité adaptative, elle est de plus en plus réduite. Dès qu'il y a un changement au niveau de l'horaire, dès qu'il y a un changement au niveau du programme, ça y est, on est chamboulé, on ne sait plus quoi faire, on stresse, on part dans tous les sens, parce que notre capacité adaptative à l'intérieur de notre organisme, elle est de plus en plus réduite. Mais pour cause, on est, je veux dire, par exemple, quand il fait froid, il fait un peu froid dehors, bah, on ne veut plus sortir. Si l'eau est un peu froide, bah, on ne va pas prendre de douche. Ou on aime bien rester en confort avec le chauffage chez nous. Voilà, quand il y a un truc qui nous embête un petit peu, une petite sortie, on veut marcher, oh, ben, on n'a pas trop envie. Voilà, c'est-à-dire qu'on ne sort pas vraiment de notre zone de confort. Et c'est important d'essayer de sortir de sa zone de confort tout en écoutant son corps et son organisme, en respectant la capacité adaptative de l'individu. Mais c'est important de sortir de sa zone de confort parce que c'est pas quand on est confiné en permanence et qu'on nous masse les pieds et qu'il y a des gens qui nous mettent de la nourriture dans la bouche, etc., 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 je fais une grosse image, que forcément notre capacité adaptative s'augmente. Voilà. Et j'avais envie de terminer que tout ça, en fait, finalement, c'est une question d'équilibre entre tous ces besoins vitaux qu'on aura cités pendant pratiquement 2 heures là avec Eric. C'est une notion d'équilibre. Et l'équilibre, on la trouve dans la loi première des lois de la nature, qui est l'homéostasie, qui, je le rappelle, dit que n'importe quel système vivant livré à lui-même en l'absence de perturbations auxquelles on rapporte les besoins vitaux essentiels revient spontanément à l'état d'équilibre. Donc cette notion est très importante. Voilà, pour terminer là-dessus, je ne sais pas si Eric, tu veux rajouter quelque chose au niveau de l'équilibre. Non, ça va, ça va. Mais voilà, ok. On Eh ben, pourrait, écoutez, vas-y. on pourrait en profiter pour conclure en disant que on prévoit de faire un stage sur Marseille le 29 et le 30 juin, c'est ça? C'est ça, il y a un stage à Marseille, justement, comme optimiser notre santé de manière optimale et de manière holistique. Et voilà, et moi et Eric, on va donner, donc forcément, on va parler un petit peu de l'ensemble des besoins vitaux, même si c'est vrai qu'on mettra quand même pas mal l'accès sur cette formation sur l'alimentation, parce que c'est quand même très important. Mais voilà, on parlera aussi des autres aspects des besoins vitaux, comme on l'a fait aujourd'hui, mais de manière beaucoup plus précise. On ira beaucoup plus en profondeur, et vous aurez aussi des techniques et des solutions pour pouvoir mettre en place ces besoins vitaux et régler les problématiques qui sont en lien avec ces besoins vitaux.
Voilà, quand je parle par exemple des émotions, bon, on aura des activités pratiques, ludiques pour lâcher prise, pour faire du lâcher émotionnel, pour pouvoir gérer, accepter nos émotions. Pareil pour la respiration, le sommeil, etc., etc. Donc voilà. Mais toutes les informations en fait au niveau des stages, parce qu'il n'y a pas que celui-là, là on en donne plusieurs jusque septembre. Enfin, on va aussi organiser des jeûnes, etc. Des formations permaculture hygiéniste, les deux regroupées ou juste permaculture, etc. Toutes ces formations sont dans le descriptif de cette vidéo et vous pouvez les retrouver sur nos pages respectives, Eric Darche et Thomas Defranou, voilà, sur Internet. Voilà. Eh bien, écoutez, en tout cas pour les questions, merci pour toutes les personnes qui ont posé des questions. On n'aura pas pu y répondre comme vous l'avez vu dans cette partie-là, mais on vous propose à la limite, je ne sais pas ce que tu en dis Eric, mais qu'au prochain rendez-vous live, ben, on prendra plus de temps pour répondre aux questions dans ce live-là prochain. Hein? D'accord, je suis d'accord. Tu es en accord? Ok. Je pense qu'on peut le dire. Moi, je sais que je suis bon. On aimerait bien. On va rien vous promettre non plus. Parce que si on fait une promesse et qu'on ne la tient pas, encore une fois, on va nous tailler. Et du coup, on va rien vous promettre. Mais on aimerait quand même amener ces lives de façon régulière pour pouvoir échanger plus rapidement et mieux avec vous. Donc là, ce n'était pas tellement un échange, mais c'était pour nous important de remettre vraiment l'individu dans sa toute globalité. Et c'est pour ça qu'après, ça nous permettra d'échanger plus en profondeur sur les autres lives. Donc voilà. Mais je pense que dimanche prochain, à la même heure, on peut le remettre. Moi, je sais que j'ai de la dispo. D'accord. Voilà. Donc voilà. On vous dit sûrement à dimanche prochain entre 18h et 20h pour un nouveau live et on répondra vraiment à toutes vos questions à ce moment-là. Merci à tous d'avoir participé. Merci pour vos questions. Merci pour vos encouragements. Merci pour vos partages. Merci pour vos likes. Qui aident vraiment à faire porter la publication et que le post reste actif. Parce que vous, comme vous savez, Facebook nous bloque de plus en plus et n'a pas envie que toutes ces informations passent. Donc plus nous on met de commentaires, plus on met de likes, etc., plus la publication elle reste enfin, elle a une portée qui est de plus en plus grande. Et c'est vrai que même quand on n'a pas grand-chose à dire, on peut très bien pas avoir de questions, pas avoir de choses à dire, mais rien que de mettre des émoticônes, des visages, etc., ça aide énormément la portée de publication. Voilà. Donc, merci à tous. Merci à toi, Eric, d'avoir pu participer à cet échange. Ouais. Et voilà. Je vous souhaite, enfin, on vous souhaite, pardon, je vous souhaite. C'est solitaire, tu sais. On vous souhaite vraiment le meilleur en tout, plein d'amour, de joie et de lumière. Et vraiment, pour finaliser et synthétiser, quand vous parlez de santé, essayez d'avoir un point de vue holistique et très large et de prendre en compte vraiment l'ensemble des besoins vitaux si vous voulez vraiment avoir une démarche holistique et avoir la santé à tous les niveaux. Voilà. Eric, tu veux rajouter quelque chose avant qu'on quitte le live? Très bien. Non? Merci Thomas. Ok. Bah, merci à tous et bonne soirée et à très bientôt. Yahoo! Allez, ciao.